Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Merci d'être venus et d'être aussi nombreux pour cette dernière conférence de l'année, enfin dernière conférence des Amis de la Cité de l'Espace, dernière conférence de l'année. Donc c'est Gilles Denis qui a proposé cette conférence autour du programme Copernicus. Enfin voilà. Copernicus, donc, qui est un grand programme d'observation de la Terre au service du citoyen, qui offre donc des services d'information basés sur l'observation de la Terre par satellite et des données in situ. Il faut rappeler quand même que c'est un programme européen, donc coordonné actuellement par la Commission européenne, en partenariat avec les États membres et l'ESA et d'autres sociétés comme Metsat, voilà, un grand programme d'environnement. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je sais qu'il a prévu donc de vous parler aussi de l'origine de Copernicus, c'est-à-dire du programme GMES, donc je laisserai vous en parler. Alors par contre, j'ai le plaisir quand même de vous présenter nos trois conférenciers. Gilles Denis que vous connaissez, mais donc Gilles Denis qui est ingénieur chez Airbus Space and Defense, ou plutôt Defense and Space, qui a beaucoup travaillé sur le traitement des images des satellites d'observation de la Terre, donc très impliqué dans le développement des services utilisant ces données. Il a notamment participé à la mise en place des services Copernicus dans les domaines de gestion des situations d'urgence et d'agriculture. Il a également été responsable des activités de développement technologique pour Airbus dans le domaine du traitement de l'information et des communications. Il est animateur du blog Un autre regard sur la Terre et mène des activités de vulgarisation autour du spatial et de l'observation de la Terre. Vous n'êtes pas sans ignorer que Gilles est également président de notre association des Amis de la Cité de l'Espace. Et d'ailleurs, je profite de ce moment pour le remercier de toute son implication et de toute sa contribution dans l'association. David Hello, donc, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des applications de l'observation de la Terre, a commencé sa carrière chez Matra dans les années 90 en tant que développeur de logiciels de traitement d'images satellitaires. Il a participé ensuite activement au développement du programme européen Copernicus dans les années 2000 en tant que coordinateur des projets précurseurs du service Emergency Management en support à la gestion des catastrophes naturelles. En 2014, il quitte le groupe Airbus pour cofonder Terranis. Terranis, entreprise basée à Ramonville, spécialisée dans le domaine d'outils d'aide à la décision, utilisant les données spatiales dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. Enfin, Vincent Kerbaol, responsable du site brestois de la société CLS, dont le siège est basé à Toulouse, vous savez, spécialisé dans l'exploitation des systèmes satellitaires et plus récemment des drones. CLS fournit des produits, services et des services à valeur ajoutée dans plusieurs secteurs d'activité tels que la sécurité maritime, la surveillance de l'environnement, la gestion durable des pêches, la mobilité et encore les énergies et les infrastructures. Au sein de CLS, Vincent est plus particulièrement responsable du pôle innovation et solutions pour la Business Unit Sécurité Maritime. En 2002, il crée et développe la société BOST Technologies dans le domaine de l'exploitation de l'imagerie spatiale radar pour la surveillance du milieu marin. En 2008, il a rejoint CLS avec toute son équipe pour créer Vigisat, la première et unique station de réception d'images satellitaires radar haute résolution basée à Brest et entièrement dédiée à la surveillance maritime. Voilà, donc je ne vais pas vous retarder plus longtemps et laisser la parole donc à nos trois orateurs. Merci. Merci Geneviève. Bienvenue à tout le monde. On commence par une rapide présentation des trois sociétés, mais on va vraiment faire ça très vite. Donc, je suis de la société Airbus Defence and Space, donc l'entité qui s'occupe de défense et d'espace
dans le groupe Airbus. Les quelques planches que vous allez voir montrent plutôt l'implication dans le domaine Copernicus et de l'observation de la Terre. Donc on est Airbus Defence and Space, la partie systèmes spatiaux est impliquée dans les 6 missions Sentinelle qui font partie, disons, de la première phase de Copernicus, à la fois au niveau des plateformes, des instruments, de la maîtrise d'œuvre. Il y a également une entité qui est moins connue peut-être, les plus anciens se souviennent peut-être de Spot Image, c'est une entité de fourniture d'images et de services qui a été construite autour de l'ancien Spot Image et de ce qui s'appelait Infoterra. Ça fait partie de ce qui s'appelle Connected Intelligence. Elle vend soit des produits, des images, soit des produits élaborés à partir de ces images, et des produits, disons, à plus haute valeur ajoutée pour des marchés plus spécialisés, que ce soit dans le domaine de la défense, de l'agriculture ou des services aux collectivités territoriales. En termes de satellites, alors on n'exploite pas directement les missions Sentinelle. On a par contre une constellation à très haute résolution, à la fois dans le domaine optique et le domaine radar, qui fait partie de quelque chose dont on va reparler tout à l'heure, qui sont les missions contributives à GMES, donc qui viennent compléter les fameuses missions Sentinelle. Voilà, je vais m'en tenir là. Il y a d'autres satellites en cours de développement, mais je vais pas en parler maintenant. Et je passe la parole à CLS, à Vincent. Bonjour, donc je vais aller assez vite. CLS, donc on a une vision qui est d'imaginer déployer des solutions d'abord pour comprendre et protéger notre planète et puis pour gérer durablement ses ressources. Donc pour cela, en fait, on exploite différentes technologies satellitaires. Aujourd'hui, je ferai vraiment un focus sur l'imagerie satellite radar et ses applications maritimes. Mais d'une manière générale, donc on utilise différentes technologies. Alors ça a déjà été dit, je suis désolé, donc je vais le répéter, dans 5 domaines d'activité, l'environnement et le climat, la gestion durable des ressources vivantes, donc principalement la pêche, le suivi des véhicules terrestres, l'énergie infrastructure et la sécurité maritime. Voilà, on est une société à mission. Donc de ce fait, en fait, on décline, je dirais, nos activités de manière à respecter un certain nombre d'engagements à la fois environnementaux et sociétaux. Et pour terminer, je dirais qu'on est une entreprise de taille intermédiaire, on fait à peu près 1000 personnes et on est présent dans une trentaine de sites dans le monde. Hop. Bonsoir messieurs, dames. Donc, présentation rapide de Terranis. Donc, moi, je suis le petit poussé de la bande puisqu'on est une vingtaine de personnes. Une entreprise qu'on a créée il y a une dizaine d'années, juste à côté ici à Ramonville. Notre credo, c'est effectivement d'utiliser l'imagerie satellitaire au service du développement durable. Et donc, on est une équipe, comme je disais, de 20 personnes avec des spécialistes de la télédétection, donc des gens capables de traiter et d'interpréter les images satellites, des géomaticiens, donc qui manipulent de l'information géographique, tout ça avec une petite dose d'intelligence artificielle, mais également des gens qui sont spécialistes des métiers de nos clients, donc en l'occurrence des agronomes, des gens spécialistes d'aménagement du territoire, des écologues. Et avec toutes ces compétences, on développe des produits, des services, des applications dans 4 domaines qui sont indiqués ici. Donc l'agriculture de précision, donc j'en parlerai beaucoup plus tout à l'heure. La viticulture de précision, qui est un sous-ensemble, on va dire. On fournit aussi des services pour les collectivités locales et territoriales, comme la ville de Toulouse, par exemple, ou d'autres collectivités de différentes tailles, pour aider ces gens-là dans leur politique publique d'aménagement. Et puis le dernier domaine que j'aborderai aussi tout à l'heure, c'est le domaine de la forêt. Donc je n'en dis pas plus puisque j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure donc. Peut-être un complément avant de commencer. On a fait le choix volontaire d'avoir 3 personnes qui sont impliquées dans des sociétés à vocation commerciale pour parler de Copernicus. On a déjà eu depuis le début de l'année d'autres conférences, que ce soit autour de Mercator Océan ou plus récemment de la météorologie et du climat avec Alain Ratier. Et là, on voudrait vous montrer une approche un peu complémentaire. C'est comment les données et les services Copernicus sont exploités dans les
commercialement par un certain nombre de sociétés, en sachant que ces sociétés sont aussi par ailleurs impliquées dans les services de base Copernicus, plutôt à vocation de service public. Pourquoi une conférence sur Copernicus ce soir ? En gros, 2 raisons. Il y a d'abord un anniversaire, pseudo-anniversiaire, 10 ans d'opération. Premier lancement de satellite, le satellite Sentinel-1A, lancé à Kourou sur une fusée Soyouz en avril 2014. Et on pourrait dire qu'on fête aussi les 26 ans des premiers travaux sur ce qui s'appelait à l'époque GMES. On va reparler de l'illustration que vous voyez sur la droite, le manifeste de Baveno, qui est un peu le document qui fait suite à la réunion fondatrice de GMES. Un petit détail pour les puristes, à l'époque GMES, c'est la sécurité environnementale, environmental security, et on va voir que ça évolue un peu. Pourquoi le spatial et l'environnement ? Cette image, elle n'a rien à voir avec GMES, mais c'est une des images qui, un peu iconique, qui permet de voir la Terre de loin. C'est la mission Voyageur en 1990. C'est une action qui avait été proposée par Carl Sagan. Je crois qu'on est à 6 milliards de kilomètres de la Terre au moment où où l'image est acquise par la sonde Voyageur. Et si vous regardez bien dans la bande diagonale un peu orange ou rosé supérieur, vous voyez un tout petit point bleu, c'est la Terre vue d'assez loin. Une autre image iconique, c'est Noël 68, la mission Apollo 8. Les astronautes ne se posent pas sur la Terre, mais au moment où ils font le tour de la Lune, ils prennent un des astronautes qui est à bord du module de commande, prend cette photo de la Terre vue depuis pratiquement la surface lunaire, ou en tout cas l'orbite lunaire. Et c'est également une image qui va rester dans les esprits pour montrer à la fois peut-être la fragilité de la Terre, les préoccupations environnementales, le fait que depuis l'espace, on ne voit pas les frontières. Et donc, ça va pousser aussi la réflexion sur les enjeux de s'occuper de l'environnement avec les outils spatiaux. Alors, plus récemment, c'est-à-dire ce matin, on se rapproche de la Terre, on est à 36 000 km d'altitude, orbite géostationnaire, un satellite météo, Météosat 10, c'est le satellite qui fait la veille météo au-dessus du méridien de Greenwich. Là, on est au moment du lever de soleil sur l'Europe. La météorologie, c'est à ce moment-là, on a à peu près 50 ans de météorologie spatiale aujourd'hui. On a la continuité des données d'observation de la Terre pour la prévision du temps et l'étude du climat. C'est un élément qui va être aussi déterminant dans la construction de Copernicus, de GMES et de Copernicus, c'est le souhait d'avoir une continuité dans l'acquisition de données de base, de données essentielles pour comprendre l'environnement de notre planète, comprendre notre climat, le surveiller dans la durée. Donc ces missions qui vont être maintenues pendant des dizaines d'années, ça fait partie des motivations de base de la construction de GMES au niveau européen. Là, je descends encore plus bas, on est vraiment au niveau de la surface de la Terre. C'est très bien d'avoir des satellites en orbite. C'est encore mieux si on peut exploiter les données au sol. Là, on est sur une des stations polaires de réception des données. C'est une assez belle image, je trouve, avec vraiment une quantité impressionnante d'antennes. J'appelle ça la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer beaucoup dans les détails techniques, mais sachez quand même que autour de GMES, il y a eu aussi une évolution majeure qui s'est passée, c'est que les segments sol ont pris une ampleur, une importance, une complexité dans les systèmes globaux qui était difficile à imaginer avant. Au moment où on commence à travailler sur GMES en 98, ceux qui programmaient à l'époque, il y en a dans la salle, je pense,
on ne parlait pas encore de cloud, on ne parlait pas encore d'applications. On avait les premiers prémices d'applications, de systèmes distribués, d'utilisation d'Internet dans des grands systèmes. Aujourd'hui, c'est au cœur de GMES. La partie infrastructure sol, traitement des données et notamment la distribution des données aux utilisateurs est un sujet qui a pris une importance majeure. Alors, si on revient à la base, avant 72, il n'y a pas d'observation de la Terre civile, ou très peu. On fait de la météo, l'observation de la Terre, c'est surtout du militaire. Là, l'image que vous voyez, c'est la première image de Landsat, du premier satellite Landsat, il s'appelle ERTS-1 à l'époque. Vous voyez ce type d'image utilisant le canal proche infrarouge pour la bande, pour la végétation, une fauchée assez large, alors j'ai pas mis l'échelle, je crois pas qu'elle est sur la carte, mais plusieurs centaines de kilomètres. Ça a été pendant des années, le programme Landsat et la suite des satellites Landsat, vraiment une success story en matière de satellites pour l'environnement, et c'est devenu un instrument vraiment de soft power pour les Américains. Alors, sans divulguer la suite de la présentation, on peut dire qu'aujourd'hui, Copernicus est aussi une success story de ce type. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous entendez parler de plus en plus de Copernicus à la radio, et les images Copernicus sont vraiment utilisées largement dans le monde. Voilà typiquement un sujet emblématique, la mer d'Aral, vu à 3 dates. Landsat 1, un petit peu après son lancement. Envisat, on va en reparler très vite. Et très récemment, Sentinel-3, la mer d'Aral, ou ce qu'il en reste, qui illustre à nouveau cette notion de série temporelle pour le suivi des grands phénomènes à l'échelle de la planète. Donc la mer d'Aral, c'est pas la grande forme quand même. Un autre événement un peu dans le paysage, notamment dans le paysage toulousain, c'est l'arrivée du programme SPOT en 86. Alors j'ai pas mis une photo du lancement de SPOT parce que ce qui va vraiment faire la notoriété de SPOT, c'est le rôle qu'il a joué au moment de l'explosion de la centrale de Tchernobyl. On s'aperçoit que des satellites commerciaux peuvent jouer un rôle important dans des endroits où on n'a pas accès facilement à l'information. Un autre aspect fondamental, et on est toujours dans les longues séries de données, c'est la success story, la réussite du programme Topex Poséidon et de ses successeurs. On a, avec ce genre de satellite qui mesure d'altimétrie, eu accès, on a pu comprendre des phénomènes qui étaient impossibles à analyser sans ce genre d'outils. Là, vous voyez des séries temporelles. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la séquence, mais sachez que la continuité de ces données, ça a été un enjeu pour une partie des services Copernicus, et ça fait partie des données qui jouent un rôle important dans le travail du GIEC, du groupe d'experts qui étudie le climat, notamment sur la compréhension de l'élévation du niveau de la mer. Alors, l'Europe se jette à l'eau au-delà de SPOT en France, avec ERS en 91 et 95 pour le RS2, et c'est surtout Envisat qui va aider aussi à concrétiser le besoin d'avoir des instruments pour l'environnement. Envisat, c'est un énorme satellite. Tous les instruments sont à bord de la même plateforme. De mémoire, il fait de l'ordre de 10 tonnes de masse au décollage. Il a un radar, un instrument de couleur de l'eau, différents instruments de mesure de l'état de la surface de la mer. C'est une très belle réussite. Et jusqu'en 2012, il va fournir des données importantes. Et il va surtout aussi aider à affiner les besoins de nouveaux satellites, ce qui va devenir les missions Sentinelle. Je vais aller vite, mais voilà par exemple une image qui est assez récente, elle date d'un peu plus d'un an, là on est, je crois, au nord du Brésil,
avec la mesure de la déforestation. Si on regarde aujourd'hui avec Sentinel-1, on va beaucoup parler de Sentinel-2 et Sentinel-1. Voilà quelque chose qui est fait par un satellite radar. Je ne sais pas si vous voyez bien les détails à l'écran, mais c'est assez impressionnant de voir l'évolution de la déforestation et la manière de ces motifs qu'on appelle en arête de poisson, qui sont le fait de défricher la forêt à partir des routes qui sont construites pour accéder à des endroits où on va installer des nouvelles cultures. Là, on est dans la région de Santa Cruz. L'accès n'importe où, à n'importe quel moment, là, c'est beaucoup moins réjouissant. C'est une image qui est une image du 7 octobre 2023, la bande de Gaza, une image qui utilise des canaux particuliers du proche infrarouge, pas du proche infrarouge, pardon, de l'infrarouge à courte longueur d'onde et qui malheureusement permet de voir l'ampleur de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre. Si on regarde un an plus tard, c'est désormais à l'intérieur de la bande de Gaza qu'on voit les choses. Alors on est sur des résolutions modestes. Aujourd'hui, pour suivre ces événements, on utilise des satellites à très haute résolution, mais déjà avec des satellites de ce type-là, on a des indications sur ce qui se passe. Que vous voyez par exemple ici, on le reverra tout à l'heure sur des images de Toulouse, c'est les bandes claires qui traversent la bande de Gaza. Ce sont des chemins qui n'existent pas avant l'attaque. Ce sont les trajets qui ont été pris par les blindés au moment où les Israéliens ont commencé à pénétrer dans la bande de Gaza. Si vous avez suivi la presse, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, notamment avec le satellite Sentinel-1, pour suivre l'évolution des destructions dans la bande de Gaza entre le 7 octobre et aujourd'hui. Bon, tout à l'heure, je disais qu'on ne voit pas les frontières depuis l'espace. Voilà une image Sentinel-2. Alors, j'ai pas mis la date. Elle doit avoir un peu plus d'1 an, celle-ci. On est à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, à l'ouest, sur la partie ouest, pas loin du Pacifique. En fait, on voit assez bien les frontières, à la fois ici par la structure des champs qui n'est pas du tout la même entre la partie américaine et la partie mexicaine, et puis la structure de la ville, et puis la frontière proprement dite qui se matérialise assez clairement. Alors, pour revenir à Copernicus, assez vite, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'organisation, ça serait trop long et trop compliqué, mais assez vite, il y a l'idée de s'attaquer à un certain nombre de grandes questions, de grands domaines thématiques en lien avec l'environnement. Je vais les prendre, alors pas dans l'ordre de la planche, mais au moment où on démarre vraiment GMES, les choses qui sont jugées les plus mûres, parce qu'il y a déjà l'Agence européenne de l'environnement, il y a déjà des choses autour du climat, il y a déjà des activités autour de la gestion de crise, c'est ce qu'on appelle le land monitoring, donc la surveillance des terres émergées, l'emergency management, la gestion des crises, qui est la gestion des situations d'urgence, qui est aussi jugée comme une priorité, et le service Copernicus Marine, qui sont les 3 premiers services les plus structurés. Assez vite arrive la sécurité, et là, GMS change de nom, c'est plus la sécurité de l'environnement, c'est l'environnement et la sécurité. On le voit dans le nom du programme. Et le climat qui arrive aussi assez rapidement. Je n'ai pas parlé de la surveillance de l'atmosphère, c'est plutôt au sens qualité de l'air et disons par opposition au climat proprement dit, qui sont les évolutions à plus long terme. Un aspect important de Copernicus, alors je l'illustre avec quelque chose que vous aurez peut-être envie d'utiliser si vous aimez jouer avec les outils en ligne, c'est le navigateur Copernicus qui est accessible à n'importe qui sur un PC. La politique de données de Copernicus, ça fait partie aussi des choses importantes à avoir en tête, c'est politique de données libre, ouverte, accessible à tous et gratuite.
gratuite, donc payée par le contribuable, hein, il y a quelqu'un qui paye quand même, et payée sur le budget de la Commission, mais l'idée est d'avoir à la fois de quoi alimenter les services de base Copernicus, mais aussi, on en reparlera tout à l'heure, la volonté de développer une activité à valeur ajoutée autour des services en permettant une large dissémination des données. Je ne sais pas si vous lisez les petits détails, mais je voulais faire un quiz avec ça. On est dans le Kamchatka, en Russie, et si vous voyez les ombres portées, on est avec des volcans assez hauts quand même ici. C'est une image avec le proche infrarouge sur une... j'ai plus en tête la date, elle date du 4 décembre, il y a quelques jours. Ça donne envie d'aller se promener dans ce coin-là. Ici, vous reconnaissez le nord de l'Italie, peut-être, la plaine du Pô. Je ne sais pas si vous savez nommer les lacs qui sont là dans l'ordre et tout ça. Alors, ce n'est pas pour faire un jeu avec les lacs, mais c'est pour revenir un peu à la base de Copernicus. Autour du lac de Garde, il y a deux endroits qui sont fondateurs. Disons, le principal endroit, c'est Baveno. C'est l'endroit où se passe une réunion importante en mai 98. Je crois qu'il y a une faute de frappe là. Oui, mai 98. Et donc, qui est une réunion qui associe à la fois des agences spatiales, l'ESA, la Commission européenne et les représentants de ces entités se réunissent pour faire le constat qu'il y a besoin de faire quelque chose de structuré au niveau européen pour Copernicus. J'en suis où au niveau timing, moi Un autre endroit, alors là on est passé sur du radar, il y a deux villes alors moi j'ai un peu plus de mal, je ne suis pas un spécialiste du radar, mais Vincent tout à l'heure nous en parlera plus précisément. Une image en champ assez large du nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas. On voit deux endroits qui sont aussi structurants. Bruxelles, beaucoup de choses qui vont se passer à Bruxelles, à la Commission européenne. Un peu plus au nord, aux Pays-Bas, Nordwijk, qui est le siège de l'Estec. C'est... J'aurais pu vous montrer aussi en Italie, un peu plus au sud des lacs, la Frascati, où il y a tout ce qui va être traitement des données. Nordwijk, c'est là où vont être testés et finalisés les satellites Sentinelle. Pour la petite histoire, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a pas mal de choses sur cette image en mer, et c'est un des éléments intéressants des satellites radars. En l'occurrence, les motifs un peu étonnants, ce ne sont pas des navires ni des gros poissons, ce sont plutôt des fermes de centrales d'éoliennes en mer. Alors Toulouse, là aussi, ça mérite de s'arrêter à Toulouse. Cette image très large qui montre un peu plus que Toulouse, on va à l'est, un peu du côté du Lauragais, de la montagne noire qui porte bien son nom. Et à l'ouest, on n'est pas loin je crois qu'on doit avoir Tarbes, oui, un peu plus loin que Tarbes. Ça vous donne une idée aussi de la couverture d'un satellite comme Sentinelle-2. En un passage, il acquiert en gros une bande de terrain qui fait presque 300 km de large. Donc c'est une belle machine à ramasser des pixels pour couvrir rapidement des larges zones. Si je zoome un peu sur Toulouse, la résolution n'est que de 10 mètres, mais quand même on voit des choses intéressantes à 10 mètres. Hein. C'est ce que faisait Spot au tout début. Le but de cette image, c'est de vous montrer un peu d'où viennent les gens qui sont avec moi sur la scène, et puis de citer quelques autres acteurs. Bon, la Cité de l'Espace, vous la voyez, il faut savoir que c'est la Cité de l'Espace, mais elle est en haut de l'image. Mercator Océan qui a déménagé pas très loin de la machine. Les noms Airbus qui sont mentionnés ici, c'est Airbus Defence and Space avec la partie Space System à côté de la beige. Au parc du Canal, la partie dont j'ai parlé pour tout ce qui est acquisition et distribution des images. Et il y a également à côté du CNES les grandes salles d'intégration des gros satellites. CLS est également au parc du Canal et Terranis juste à côté. Alors, j'ai pas oublié de mettre Thales.
parce que étant Airbus, on me dit toujours n'oublie pas de parler de Thales. Donc il y a les deux Thales qui sont, il y a Thales Alenia Space, pas très loin de l'aérodrome de Francazal, et à la Beige, il y a un Thales, alors c'est Thales Service, je ne sais plus le nom exactement, mais des gens qui sont impliqués aussi dans les segments sol. Pardon ? Service numérique, pardon. Copernicus, on ne va pas beaucoup parler des satellites sur le plan technique, mais la première génération de satellites de mission Sentinelle, je fais une parenthèse d'ailleurs, le titre de la conférence, Les Sentinelles de la Terre, c'est directement repris d'un livre qui a été écrit par José Achache au début des années 2000 qui explique justement le rôle de ces missions Sentinelle. Le titre Sentinelle, on pourrait le discuter, il donne un petit côté militaire à la chose. Dans certains pays, ça a été vu comme les satellites espions qui vont... Mais il y a aussi le côté veiller sur la planète qui, moi, je trouve, est pas mal choisi. 6 sentinelles aujourd'hui. On va surtout ensuite vous donner des exemples d'applications qui utilisent Sentinelle 1, Sentinelle 2, un petit peu Sentinelle 3. Les autres satellites, alors il y a le satellite Sentinelle 5P précurseur, mais il y a le 4, le 5, le 6. Ce sont plutôt des missions qui sont destinées à des applications autour de la, disons, atmosphère, climat, océan. Je ne rentre pas dans les détails pour aller vite. Un deuxième aspect, je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai fait la présentation Airbus Defence and Space, en plus des sentinelles, il y a ce qu'on appelle les missions contributives, Contributing Mission. Donc là, vous avez quelque chose qui est relativement à jour. Donc ça évolue dans le temps en fonction de ce qu'on a sous la main. Ce sont des contrats passés avec des fournisseurs de données commerciaux. Vous avez des fournisseurs de pas mal de pays, y compris des fournisseurs américains au début, Worldview, GeoEye. Et sur la partie droite de la planche, vous voyez arriver les petits derniers qui sont les startups du spatial qui sont aussi invités à la table des missions contributives. Typiquement, dans les travaux qu'on a fait à l'époque avec David, qui utilisent non pas des missions Sentinelle mais des missions contributives, et en l'occurrence ici à l'époque des satellites américains, au moment où le gros tremblement de terre qui touche Haïti, qui frappe Haïti en 2010 survient, on n'a pas encore de satellites Pléiades. Ils seront lancés l'année suivante. Donc les services Copernicus, qui sont à l'époque des services pilotes précurseurs, ils s'appuient sur des données américaines, Digital Globe, GeoEye, aujourd'hui regroupées dans la société Maxar. Là aussi, en arrière-pensée, il faut avoir qu'avec Copernicus, on cherche à aller vers une autonomie d'accès à l'information sans reposer sur des satellites américains. Il est vrai que pour la gestion de crise, ça reste un choix, ça reste une volonté d'avoir le plus de satellites possible parce que c'est une des façons de raccourcir les temps d'accès, d'avoir les premières images le plus rapidement possible. On prend le plus rapide, quelle que soit sa nationalité. Aujourd'hui, le même type de service, c'est la seule image, une des seules images qui n'est pas Sentinelle qu'on va vous montrer ce soir. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça date d'il y a un peu plus d'1 an. Tremblement de terre au Maroc, en moins de 12 heures, avec Pléiade Néo, on a des images des dégâts dans le sud au sud de Marrakech. Et on voit aussi l'évolution des traitements avec de l'intelligence artificielle qui permet de distinguer les bâtiments détruits des bâtiments relativement intacts. Alors, on a beaucoup d'images. Je vais vous montrer des planches qui sont moins jolies, moins d'images. Un petit historique sur les grandes dates de Copernicus. On a vu le Baveno, 98, 2001-2002, changement de nom, où GMES devient environnement et sécurité. On est là dans une phase où il n'y a pas encore de budget dédié pour Copernicus et GMES. Tout se fait à travers des activités de recherche et développement qui sont payées soit par la Commission européenne, c'est le programme 4 de recherche et développement, soit par l'ESA, soit par EUMETSAT également, ou les États membres.
En 2008, il y a une grande conférence à Lille dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne où il est décidé de lancer les services pré-opérationnels. C'est les 3 fameux services dont j'ai parlé au début, terre émergée, gestion de crise, marine, service marine, et les 2 autres qui sont encore vus comme des services pilotes. Les opérations initiales, à ce moment-là, c'est peu connu, mais il y a une tentative de donner un nom qui n'a pas beaucoup plu. C'est celui qui est barré avec une croix rouge. Copernicus avec 2 cas. Il a eu un succès d'estime et puis on l'a rangé. Pour ceux qui étaient à Lille, ça a été un cauchemar parce qu'on avait tout préparé pour annoncer en grande pompe la communication Copernicus. Et on a rangé tous nos trucs pour revenir à un logo GMES revisité. Mais il a quand même fallu ensuite 4 ans pour arriver au Copernicus avec 2 C. Et en gros, là, on est au début des opérations initiales. GMES Initial Operation, avec des budgets, des premiers budgets opérationnels modestes, mais il n'y a toujours pas de Sentinelle en orbite. Les premiers satellites Sentinelle, 2014, et là on rentre dans la phase vraiment d'opération de Copernicus. La recherche et développement, j'y reviens pas, mais il y a eu une multitude de projets dans différents domaines thématiques. Là, j'ai donné quelques exemples de projets qui ont été faits avec des partenaires, notamment de Toulouse, dans tous les domaines. J'en mentionne 2 parce qu'ils me tiennent pas mal à cœur. Bosphore GMES, il a une originalité, ce projet. Il y a un nombre de partenaires colossal, je crois qu'il y a plus de 60 partenaires, et il couvre toutes les thématiques. Et avec du budget de R&D, on nous demande de réfléchir à la gouvernance du programme GMES, l'organisation du service. Ça a été un peu sportif, on a sorti des trucs, je pense que ça a aidé. Un autre projet qui est structurant, c'est Safer, dans la gestion de crise, qui est vraiment le précurseur de ce qui sera le service opérationnel de Emergency Response, donc de réponse aux situations d'urgence. Je vais parler maintenant très vite de l'organisation, ça peut faire peur. Pourquoi c'est compliqué ? Il y avait beaucoup de gens à mettre d'accord autour de la table. En l'occurrence, la Commission européenne, l'ESA, dont j'ai déjà parlé, EUMETSAT, qui amenait aussi une partie, tout ce qui était autour des missions autour de l'altimétrie et des mesures de l'atmosphère. Et puis avec le petit paquet de drapeaux, là, il y a tous les États membres, les agences, pas uniquement les agences spatiales, mais les différents pays qui ont des politiques différentes, etc. Et il a fallu mettre tous ces gens-là autour de la table. Et je dois dire que ça a été long, mais ça a plutôt bien marché. On pourrait peut-être faire une comparaison avec la Station spatiale internationale. C'est long à mettre en route, mais une fois que c'est fait, c'est assez robuste. Celui-là, je ne vais pas le détailler, vous m'excusez. C'est complexe, mais il y a des raisons pour que ça soit complexe. Si vous zoomez dans les planches, vous avez les 2 grandes composantes, la composante service, la composante spatiale. Il y a aussi une composante donnée in situ là, qui est attachée à la composante service. Si vous regardez les détails, vous verrez le type de contrat, la nature des relations entre les acteurs et surtout les noms des grands acteurs qui pilotent les principaux services GMES. Ça a mis du temps à maturer, mais je dois dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne pas mal quand même. Un exemple, alors plus sur les aspects opérationnels et techniques, c'est comment dans un projet comme Safer, on a défini la manière de gérer les situations d'urgence avec cette notion de focal point qui coordonne un certain nombre de moyens et le lien avec les différents fournisseurs de services. Un mot sur les budgets, je ne détaille pas, mais c'est plutôt pour montrer l'apport de la Commission européenne. La Commission européenne est déjà dans le spatial à l'époque où Copernicus se structure, c'est surtout Galileo, mais elle apporte dans la première phase, disons 98-2013, à travers le fonds de recherche de l'Union européenne, complété par des activités de l'ESA, environ 2,5 milliards. C'est
À partir de 2014, et donc du lancement, les 2,5 milliards, ils servent à développer aussi les missions Sentinelle. Le premier Sentinelle lancé en 2014. Et là, sur la période 2014-2020, il y a eu 4,7 milliards apportés par la Commission, un peu plus de 5 qui sont programmés depuis 2021 jusqu'en 2027. En gros, on a plus de 10 milliards amenés par la Commission européenne sur la phase opérationnelle de Copernicus. Juste pour fixer un repère, c'est à compléter par des... Il me manque peut-être un truc là-dessus, non. C'est à compléter par ce qui est fait par l'ESA. Ici, c'est un exemple en 2023. L'observation de la Terre à l'ESA, c'est une priorité, c'est une activité très importante. Copernicus, c'est à peu près les 2/3, si je ne dis pas de bêtises. Il y a la météo qui est un 5e à peu près, et un autre gros 5e qui est la préparation du futur. Bon, j'arrive au passage aux opérations. Un lancement emblématique Sentinelle-1. Ça, c'est une image de la Guyane vue par Sentinelle-1. Je ne sais pas si vous voyez l'espèce de dragon noir qui est au milieu de la forêt. C'est le barrage de Petit Saut. Pour ceux qui s'intéressent aux émissions de carbone, ça a été un sujet très intéressant puisqu'ils ont mis en eau le barrage sans enlever les arbres. Donc il y a eu derrière je vous recommande de lire un peu l'histoire de ce barrage, c'est étonnant. Ça vous montre aussi l'incrustation, c'est une image Sentinelle-2 en proche infrarouge. Il peut y avoir quelques nuages en Guyane et on voit aussi l'intérêt du radar, même si ça peut donner l'impression d'avoir la télévision en noir et blanc par rapport à la télévision en couleur. Les lancements, alors là on est vraiment dans la phase opérationnelle. J'ai mis sur cette planche les dates de lancement et les phases opérationnelles des satellites. Si j'ai bien compté, on doit en avoir lancé 11 aujourd'hui. Il y a eu quand même une belle salve depuis l'automne, là, un Sentinelle 1A, le petit dernier, un C, un Sentinelle 2C, un Sentinelle 3C. Il y a eu aussi, juste avant, le dernier qui avait été lancé, c'est le Sentinelle 6A, qui s'appelle aussi Michael Freilich, du nom d'un Américain qui a joué un rôle déterminant dans l'altimétrie. Et vous voyez les prévisions, il y a deux lancements prévus en 2025. Donc c'est pas rien, c'est une belle machine qui se déploie en orbite. Un des Sentinelles a eu un petit souci fin 2021, mais on va revenir assez vite à 2 Sentinelles 1 en opération simultanément. Ça aussi, ça fait partie. On commence à voir quelque chose qui ressemble au fonctionnement de la météorologie opérationnelle par satellite, c'est-à-dire des continuités d'acquisition de données, des programmes pour renouveler les missions. La bonne nouvelle, c'est que les premières images de Sentinelle 1C l'ESA les a publiées, je crois que c'était hier. Elles ont été prises il y a quelques jours. Pas d'originalité dans le choix des premières images. Bruxelles, l'Estec et Svalbard, qui est une zone de Svalbard où il y a beaucoup d'antennes de réception de satellites. Ça montre aussi la capacité à surveiller les zones, disons, avec des latitudes élevées assez facilement. Avant de passer la parole à Vincent et David, des exemples dont on ne va pas détailler. Je vous ai dit, on a déjà parlé du climat, déjà parlé de l'océanographie opérationnelle, mais quand même... Le service climat, je vous conseille aussi d'aller voir ce site qui est accessible à tout le monde, Climate Pulse. Vous avez les données, pas temps réel, mais tous les jours, les températures moyennes à l'échelle du globe, à l'échelle d'une région. Et là, on voit les dernières mesures datent du 9 décembre. On voit, il y a eu un petit doute sur le fait que 2024 allait être ou pas une année record, mais on s'oriente vers une année record. Même chose pour le service de surveillance de la qualité de l'air et de l'atmosphère. 2 exemples ici, l'impact des feux en Amazonie,
à gauche, et sur la droite, la surveillance du trou dans la couche d'ozone dans l'hémisphère sud. L'année 2024 est considérée comme atypique et plutôt rassurante. Elle est en rouge, hein, par rapport aux 2 années précédentes où il y avait un démarrage plus tôt et un arrêt plus tardif. Là, on a plutôt une année, on va dire une bonne année pour l'ozone dans l'hémisphère sud. Ça aussi, c'est accessible en ligne sur le site du service Copernicus correspondant. Service marine, voilà des exemples de produits, donc autour alors j'allais dire les canicules marines, la surveillance de la température de la mer, et sur la droite, le retrait des glaces. Alors ça, il n'y a pas de bonnes nouvelles malheureusement. La ligne rouge, c'est la surface de glace en juin 2024. Comparé à la ligne noire qui est la moyenne sur la période de mesure, donc début des années 90, moyenne sur la période début 90 jusqu'à 2010. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première partie, et maintenant je vais passer la parole à Vincent pour vous parler de l'usage qu'ils font chez CLS avec Sentinel-1. Merci Gilles. En gros, si j'ai bien compris, je dois vous faire oublier qu'on va maintenant regarder les images en noir et blanc. C'est un peu ça qui a été dit en creux. Donc on va parler de l'imagerie satellite radar haute résolution. Peut-être juste un tout petit mot en introduction. Pourquoi moi, venant de Brest, par exemple, je viens vous parler de cette technologie. D'abord, je dirais qu'il y a 2 raisons principales. Parce qu'on parle de Copernicus, on fait partie d'une des entités du segment sol de Copernicus, c'est ce qu'on appelle le Mission Performance Center, c'est-à-dire ce centre qui a pour vocation à surveiller en permanence la qualité des produits, toute application confondue. Voilà, et ça, on fait ça depuis le lancement de Sentinel-1A en 2014. Et l'autre chose, ça a été dit, on opère une station de réception qui s'appelle Vigisat, qui était la première station de réception civile, je dirais pour des applications civiles en France. Alors ça a une importance parce que tout à l'heure, on a vu une belle image avec les stations de réception, le segment sol en particulier dans le domaine maritime. La capacité à recevoir les images en temps quasi réel est essentielle dans les spécifications de ce service. Voilà. Bon, après, on reviendra sur l'intérêt du temps réel. Donc l'imagerie satellite radar haute résolution, je me suis astreint à ne montrer que des images du satellite Sentinel-1, même si c'est vrai que pour la surveillance maritime, et je vais aussi me focaliser que sur ça, on n'utilise pas que les images Copernicus, hein, on utilise évidemment tout un tas d'autres satellites radars de type commerciaux qui, ont cet inconvénient par rapport aux missions Sentinel-1 Copernicus, c'est qu'elles ont un coût qui est important. Donc de ce fait, les images Copernicus sont très appréciées de nos différents utilisateurs du fait de la data policy. Mais de notre côté, elles ont aussi un avantage, c'est qu'elles offrent beaucoup plus de diversité en termes de résolution spatiale, par exemple, et puis beaucoup plus de flexibilité aussi en termes de programmation. Donc sur un certain nombre d'applications, évidemment, on va avoir recours à ces applications, à ce type de technologie. Voilà, mais enfin bon, je dirais que les images Sentinel-1 sont suffisamment belles pour pouvoir illustrer l'ensemble des applications. Enfin, une dernière chose dont ma présentation ne parlera pas, ce sont les autres applications qui existent et qui exploitent l'imagerie satellite radar sur le domaine terrestre, sur l'humidité des sols, sur l'interférométrie radar, notamment sur la mesure des mouvements de terrain, qui est une des applications très importantes. Voilà, je n'adresserai pas ça, je ne parlerai que des applications maritimes. Alors la première image que je vais montrer, c'est une image, je ne sais pas si vous vous resituez, on se situe en Méditerranée. C'est une image qui est prise par le satellite Sentinel-1. Alors Sentinel-1 en fait a 2 modes de fonctionnement à peu près, qui sont des images plutôt de large fauchée, qui font soit 250-270 km de largeur en fauchée, soit 400 km. Voilà, ce sont les 2 principaux modes.
Donc on est plutôt sur des vues synoptiques d'une situation maritime. Ce qui est important aussi de comprendre, je vais le dire à l'introduction, c'est que la façon dont cet instrument observe la surface de la mer, d'abord, il est sa propre source d'éclairement. Donc ça, c'est important parce que, je dirais, de ce fait, il est indépendant des conditions d'éclairement, du cycle jour-nuit, de la présence de nuages, etc. Donc, quelles que soient les conditions, qu'on se situe au pôle, qu'on se situe à l'équateur, qu'il y ait une grosse couverture nuageuse, etc., on a la garantie d'avoir une information. Et ça, c'est important parce que l'objectif des applications maritimes, c'est d'observer une situation maritime à un instant T. L'espace maritime, que ce soit sur les aspects météo, océanaux ou même le trafic maritime par nature, est très, très volatile. Voilà, la situation maintenant ne sera pas la même dans 10 minutes. Donc quand on prend une image, on a besoin d'avoir une image tout de suite. Et donc là, on touche tout de suite au fait que la surveillance maritime par les satellites d'observation de la Terre, aujourd'hui, je dirais, utilise à 90-95% ce type de technologie. On peut utiliser de l'imagerie optique, mais dans la plupart des cas, c'est de l'imagerie satellite radar. Juste pour donner une illustration, sur cette image qui je crois qui est prise en 2023, à quelques heures d'intervalle, c'est l'image Sentinelle-2 qui est prise sur exactement la même zone. Donc on peut imaginer qu'au moment où l'image Sentinelle-1 est prise, on est exactement dans les mêmes conditions météo. On voit bien que dans un cas, on a une information sur ce qui se passe sur la surface de la mer, et dans l'autre cas, on ne voit pas ce qui se passe en dessous. Voilà. Donc c'est vraiment une des raisons pour laquelle l'imagerie satellite radar est utilisée aujourd'hui dans les services Copernicus de surveillance maritime. C'est vraiment la matière première. Autre chose qui est important à comprendre également, c'est la façon dont cet instrument regarde la surface de la mer. Pour dire les choses, donc on travaille en bande C, alors je vais dire un tout petit peu de paramètres techniques, donc c'est-à-dire avec des longueurs d'onde de 5 cm. Et finalement, la manière dont cet instrument observe la surface de la mer, les ondes électromagnétiques que l'antenne va envoyer sur la surface de la Terre vont interagir avec des échelles qui sont exactement de la même longueur que la longueur d'onde. Donc en clair, lorsque le radar va envoyer des ondes sur la surface de la mer, il ne va interagir qu'avec des échelles qui sont de même dimension que l'onde électromagnétique, en l'occurrence en bande C de l'ordre de 5 cm. Et quelles sont les échelles sur la surface de la mer qui font 5 cm? Ce sont les petites vagues générées par le vent. Voilà. Donc en fait, l'imagerie radar sur la surface de la mer est au premier ordre sensible à la façon dont le vent va souffler sur la surface. Et tout ce qu'on va voir à partir de là, tous les phénomènes océanographiques, tous les phénomènes météorologiques sont, je dirais, représentatifs de la façon dont ces phénomènes vont moduler la vitesse et l'énergie de ces petites vagues générées par le vent sur la surface de la mer. Alors sur cette image-là, ce qu'on voit, on voit très bien, il y a très peu de phénomènes océanographiques. En revanche, on voit très bien des phénomènes météo. Vous avez un vent qui vient du nord-est, et on voit tout à fait les effets d'abri sous les îles, et puis des effets d'accélération du vent. Voilà, donc c'est des signatures très caractéristiques du vent sur la surface de la mer. Et puis, alors, une des conséquences du fait que ce à quoi l'instrument radar est sensible sur la surface de la mer, ce sont les énergies de ces petites vagues générées par le vent, c'est qu'en fait, on peut tout simplement mesurer la vitesse du vent sur les images radar. Donc, une fois correctement calibrée, cette image-là, on va pouvoir, pour chacun des pixels, transformer la valeur du pixel en une valeur de vitesse de vent et de direction du vent, ce qui permet de générer aujourd'hui des produits à valeur ajoutée, qu'on appelle des produits de niveau 2, qui sont des cartes de vent avec des résolutions spatiales relativement élevées. Alors ça, c'était pour la partie, on va dire, environnementale. Pour la partie liée aux activités anthropiques, et là je vais faire un petit focus sur le domaine de la sécurité maritime. Les applications de sécurité maritime visent principalement à détecter sur la surface de la mer tout ce qui sort du cadre réglementaire d'un point de vue sécurité, d'un point de vue environnemental. Alors quelques exemples ici sur cette image. D'abord on va regarder, je ne sais pas si vous le voyez, on voit des petits points blancs.
qui sont en fait représentatifs de la présence de structures sur la surface de la mer. Ces structures, ce sont des bateaux. Et donc on voit qu'y compris avec des images Sentinel-1, avec des résolutions spatiales dans le cas de ce produit qui sont d'une vingtaine de mètres, on est tout à fait en mesure de détecter un grand nombre de navires. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces navires? Alors là, j'ai fait un zoom sur 2 de ces navires qu'on observe sur cette image-là. Si vous voyez, en fait, ce sont 2 navires qui vont dans la direction opposée. Il y en a un qui va se rapprocher de l'instrument, qui est le navire qui est en haut, qui fait donc route vers l'ouest. Et vous avez un petit peu plus bas un zoom sur un navire qui est en train de s'éloigner de l'instrument et qui fait route vers l'est. Alors, de manière assez intéressante, on voit 2 choses. Bon, d'abord, on peut localiser, bien sûr, le navire, parce que ces images sont géoréférencées. Donc, à partir du moment où on détecte un écho, à un instant donné, on est capable de donner sa position géographique. On est bien sûr également capable aussi de mesurer sa longueur, puisque là, on parle de navires qui ont des longueurs, on le voit, de l'ordre de un peu plus d'une centaine de mètres, donc représentés par un nombre suffisant de pixels pour caractériser à la fois sa taille, je dirais même son orientation. Alors une chose qui est intéressante aussi, c'est que vous voyez un petit peu en décalage du navire le sillage du navire. Alors j'ai essayé de ne pas mettre la flèche sur le sillage, mais on voit effectivement que alors il y a 2 choses intéressantes. D'abord, la présence du sillage nous donne une information sur la route que va faire ce navire. Et on voit également que le navire n'est pas sur le sillage. Alors ça, c'est une des caractéristiques de l'imagerie satellite radar, puisque la construction même de l'image est basée sur l'effet Doppler. Et donc est basée sur le fait que pendant que le satellite va observer la surface de la mer, il va lui-même se déplacer, et l'image est reconstituée en exploitant ce qu'on appelle le spectre Doppler de l'image. Donc en gros, on utilise le déplacement du satellite par rapport à la Terre pour créer de la haute résolution. Et alors évidemment, lorsqu'un navire est lui-même en déplacement pendant le temps d'illustration, le temps d'observation de l'image, eh bien, il va être décalé. Alors, à premier abord, ça peut paraître comme une aberration. En réalité, c'est une information extrêmement utile, puisqu'il suffit de mesurer ce décalage entre le sillage et le navire pour avoir la 3e information qu'on va avoir sur les bateaux, à savoir sa vitesse. Voilà. Donc, grosso modo, chaque fois qu'on utilise des images satellites pour la surveillance maritime, on va pouvoir détecter des navires, les localiser, mesurer leur longueur, mesurer leur direction, et lorsque le sillage est visible, ce qui n'est pas toujours le cas, on est également capable de mesurer la vitesse de ces navires. Un autre exemple aussi, alors je parle de transbordement et je n'ai pas tout à fait pris cette image au hasard. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ces derniers temps les articles dans Le Monde sur la Dark Fleet. Donc la Dark Fleet, ce sont ces navires qui aujourd'hui procèdent à ce qu'on appelle des transbordements en mer de pétrole, le but étant évidemment d'échapper aux embargos qui ont été imposés notamment par l'Union européenne, mais aussi par les Américains par exemple. Et il se trouve que le golfe de Laconie, qui est figuré, je ne sais pas si on voit pas la souris, mais donc il se trouve dans la partie nord-est de l'image, est un des sites qui a été identifié sur lequel les navires viennent opérer ces transbordements. Voilà. Donc on voit en fait, dans ce cas-là, vous avez 2 navires qui sont à couple, ici, dans ce golfe de Laconie, sur lesquels donc, la résolution, même si elle est de 20 mètres, permet de distinguer ici 2 navires qui sont à couple, d'en mesurer également les premières informations que sont la longueur de ce navire. Un autre exemple ici où on a 2 autres navires, donc sur la même image, qui sont à couple avec des longueurs différentes. Donc sur un schéma relativement classique, il y en a un qui va faire des allers-retours entre le golfe de Laconie et la mer Noire pour aller se ravitailler en Russie, et puis des pétroliers qui attendent là, qui vont faire une cargaison, et puis qui ensuite vont aller transporter leur cargaison ailleurs. Voilà, ça c'était la détection de navires, qui est en fait une application générique transverse à l'ensemble des applications. Mais le premier service opérationnel qui a été mis en place en Europe, c'est le service de la surveillance des pollutions, le service CleanSeaNet. Alors je vais vous présenter une autre image, cette fois-ci celle-ci vous devez reconnaître, en tout cas on reconnaît la partie en bas qui est le détroit de Gibraltar, avec vous voyez une magnifique pollution qui se situe dans le coin nord-ouest de l'image.
Alors ça me donne l'occasion de dire 2 mots sur le service CleanSeaNet. Le service CleanSeaNet, c'est un service qui est implémenté, donc c'est un service public européen, implémenté par l'Agence européenne de sécurité maritime, qui est basée à Lisbonne, et qui est destiné à l'ensemble des États membres européens. L'objectif est de concentrer les demandes d'observation dans les différentes eaux des pays européens et de délivrer un service. Alors en 2007, le service consistait principalement à reporter chaque fois que sur une image était détectée une pollution de type hydrocarbure. Et puis il a évolué, mais j'y viendrai après, au tournant des années 2010, avec l'arrivée d'une autre technologie qui nous éclaire sur ce qui se passe en mer. Alors, si on revient sur le principe de comment un instrument radar observe la surface de la mer, je vous ai dit qu'en fait, il est sensible avant tout à ces échelles, ces petites vagues qui sont générées par le vent. Plus le vent souffle, plus ces petites vagues ont de l'énergie, plus l'intensité du radar augmente. À l'inverse, lorsque vous n'avez absolument pas de vent, d'ailleurs, pour les navigateurs, on appelle ça une mer d'huile. Il n'y a pas de petites vagues, la mer est lisse, et donc le signal qui est renvoyé par la surface de la mer vers l'instrument est nul, et donc c'est très très sombre. Et en fait, la présence d'une pollution qui est en fait une substance huileuse sur la surface de la mer va par nature lisser cette surface. Donc elle va tuer l'énergie des petites vagues qui sont observées d'habitude par l'instrument. C'est ce qui fait cette impression de contraste que l'on a ici sur cette image. Alors, je vais passer à un petit peu plus haute résolution. Ce qui fait cette impression de contraste que l'on a ici très très bien entre, je dirais, toute la partie autour qui est la mer, on appelle ça clean sea, la mer propre, et puis cette partie qui est visiblement affectée par la présence sur la surface d'une substance. Alors ça, c'est un cas d'école. Elle est magnifique parce que elle nous montre plein de choses. Bon, d'abord, on voit un certain nombre de bateaux tout autour. Et puis, on voit bien que cette pollution, d'abord, dans sa partie la plus fine, elle est connectée à un navire. Donc, ce qui veut dire, en fait, qu'au moment où le satellite passe, la pollution est en train de se produire. Le navire est en train de rejeter quelque chose. Et puis, si vous remontez un petit peu plus loin dans la pollution, c'est en fait vous remontez dans le passé, d'une certaine manière, on voit que cette pollution est en train de s'élargir. Petit à petit, elle est interrompue. Alors voilà, ça, ce sont vraiment des caractéristiques tout à fait classiques de ce qu'on appelle le rejet en mer, les pollutions dites opérationnelles, où, en particulier, lorsque vous remontez dans le temps, la pollution s'élargit tout simplement parce que la partie la plus large a pu être créée, par exemple, 2 heures avant, et entre-temps, la nature a fait son œuvre. Le vent qui souffle ici de ouest-nord-ouest a poussé la pollution, l'a étalée, ce qui donne cette impression d'étalement. Ça, c'était le service jusqu'à peu près en 2014. Et en 2014, il y a une technologie qui est quand même devenue extrêmement utilisée, qui s'appelle l'AIS. L'AIS, c'est AIS pour Automatic Identification System, qui est un système utilisé par l'ensemble des navires pour signaler leur position. À la base, c'est un système anti-collision pour dire voilà, je m'appelle machin, je suis là, je fais route à telle vitesse, à tel endroit, et donc je me signale, ce qui est particulièrement utile lorsque vous naviguez sans visibilité météo, par exemple. Et au tournant des années 2010, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de mettre une charge utile, un récepteur d'un AIS à bord d'un satellite. Il s'avérait que le bilan de liaison était suffisant pour recevoir les informations. Et tout d'un coup, on a eu un éclairage du trafic maritime, non plus en proche côtier, pour lequel la portée de ce système AIS n'était que de quelques dizaines de milles, mais finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir les positions des navires dans le monde entier. Et donc l'utilisation de cette information AIS, qui est un système ouvert, est rentrée totalement dans les usages de la surveillance maritime. Et aujourd'hui, la surveillance maritime, c'est finalement la fusion de 2 sources d'informations principales. D'un côté, une image satellite qui fait une observation d'une situation sans demander leur avis au navire, ce qu'on appelle de la détection non coopérative, et puis vous avez l'AIS, des bateaux qui rapportent leur position. Et lorsque vous superposez les deux, voilà, ça c'est le cas de figure. Vous voyez très très bien, dans le cas de ce navire, il n'y a pas d'ambiguïté. On est en mesure d'identifier quel est le navire qui est en train de polluer. Voilà. L'image nous dit qu'il y a quelqu'un qui pollue, mais l'image ne nous dit pas quel est le navire parce que les caractéristiques de résolution ne sont pas suffisantes. Là, on a cette information. Je voudrais dire quelques mots sur les icebergs. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui suivent le Vendée Globe ou qui participent à
qui le font virtuellement, par exemple, avec Virtual Regatta. On fait depuis maintenant 2008 la surveillance des icebergs pour le Vendée Globe, et puis on le fait finalement chaque année, parce que chaque année il y a toujours un marin qui veut, en équipage ou en solitaire, battre le record autour du monde. Donc il se fait qu'à un moment donné, les navires arrivent dans les mers du Sud, et pour aller au plus vite, il y a toujours cette tentation de couper au plus court, et pour couper au plus court, on rencontre les icebergs. Alors d'abord quelques mots sur les icebergs. Donc, que l'on surveille depuis maintenant chaque année depuis plus de 10 ans. Alors ça, c'est une cartographie de l'apport de Sentinel-1, donc de Copernicus, qui nous aide en amont de la course pour cartographier l'ensemble des icebergs. Et c'est à l'aide de ces images, entre autres, pas que, on utilise quelques données commerciales de temps en temps quand on a des doutes pour revenir sur tel ou tel endroit, qu'on va cartographier la présence de ces icebergs. Alors là, vous avez deux choses. Vous avez les images Sentinel-1, vous avez des petits points ou des petites étoiles qui caractérisent la présence des derniers icebergs qui ont été faits. Vous avez une ligne noire qui est ce qu'on appelle la zone d'exclusion antarctique, qui est cette zone qui est actualisée au fur et à mesure où on détecte des icebergs et puis au fur et à mesure de la progression du premier navigateur. Et puis vous avez une information intéressante qui est sous-jacente, qui est la température de l'eau. Et on va voir que c'est une information assez intéressante. Alors comment on fait cet exercice ? Alors, bien sûr, au bout du compte, on va utiliser les images Sentinel-1 pour détecter les icebergs, mais les icebergs, ils viennent d'où ? En fait, on ne parle pas ici de la banquise, on ne parle pas d'une eau de mer qui, je dirais, gèlerait. On parle vraiment d'eau douce, donc de blocs de glace qui vont se détacher du continent antarctique. Et à un moment où ces blocs de glace se détachent, alors les blocs de glace, c'est de la taille d'un département quand ce n'est pas une région. C'est vraiment des choses, c'est ce qu'on appelle les icebergs tabulaires. À partir du moment où ils se détachent, ils vont errer, ils vont, je dirais, au gré des courants et des vents, ils vont dériver, quelquefois pendant plusieurs années, et puis à un moment donné, ils vont remonter à des latitudes suffisamment élevées pour présenter un risque pour la navigation. Et alors, en fait, on leur donne des petits noms à ces icebergs. Selon l'endroit où ils ont été générés, il y a deux sources principales, qui sont la mer de Ross en rouge, sur la partie sud, partie sud, on est proche du pôle sud, donc c'est compliqué. Et puis vous avez la mer de Weddell. Voilà, qui sont les deux principales régions où ces grands blocs de glace, ces icebergs tabulaires vont se détacher et vont partir ensuite errer dans les mers du sud. Alors, j'ai pas pour le Vendée Globe en cours, en fait, il n'y a pas d'iceberg, je dirais, représentatif ou spectaculaire. Donc, je vais vous présenter un exemple du Vendée Globe de 2016. Voilà, ça c'est une animation qui montre le suivi de cet iceberg. Alors on part du mois de mars de 2016 et on va le suivre, on va voir son évolution au gré des vents, au gré des courants. On voit de temps en temps qu'il fait des petites boucles, donc c'est classique, il y a des tourbillons qui sont dans ces eaux. Donc là on est dans l'Atlantique Sud, on est à 50 degrés sud, on voit qu'on est parti quand même d'eau très très froide, vous avez l'échelle de couleur qui vous donne la température de surface. Et puis cet iceberg, il se promène. Voilà, on va le laisser se promener encore un tout petit peu, puis au bout d'un moment, on voit quand même qu'il remonte vers des latitudes très élevées, donc il va rencontrer des eaux beaucoup plus chaudes qu'il n'a connues par le passé. Et voilà ce qui se passe, ce fameux A56, qui était vraiment celui qui avait monopolisé notre attention pendant le Vendée Globe il y a 8 ans. Il devient ça. Donc ça, c'est un tabulaire à la base qui doit faire à peu près 20-30 km sur 40. Et je dirais sous l'action de son propre poids, sous l'action du réchauffement de la température, sous l'assaut répété de la houle aussi, parce qu'on est quand même sur des houles qui tournent autour du globe avec très très énergétique. À un moment donné, il va littéralement se disloquer, et c'est en se disloquant qu'il devient ça. Et donc on voit très bien ici ce qui se passe, c'est que cet iceberg en fait va fonctionner un petit peu comme un bac à glaçons et va disséminer sous son vent tout un tas d'icebergs de plus petite taille. Et ce sont ces icebergs-là dont on va faire une cartographie répétée, en faisant aussi des modèles de dérive, etc., pour les suivre. Et ce sont ces informations qu'on utilise pour fixer la zone d'exclusion antarctique. Voilà. J'ai un dernier exemple sur le cyclone, mais je ne sais pas où j'en suis, donc... Je peux la faire ou... Ouais, ok, très bien, très vite. Alors un autre exemple, donc ça c'est aussi un service qui a intégré le Copernicus, le CMEMS, j'ai oublié, Copernicus Maritime
donc le service maritime ou environnement marin. Une des actions importantes, alors on suivait depuis quelque temps les cyclones ou la saison des cyclones. Quand vient justement la période estivale, vous avez les cyclones qui pompent de l'énergie dans les océans, que ce soit l'océan Atlantique, l'océan Indien ou les 3 océans d'ailleurs. Et en fait, on a exploité là encore cette capacité qu'a l'instrument SAR de mesurer la vitesse du vent. Voilà. Alors ça n'a pas été une affaire aussi simple comparée, je dirais, à la mesure du vent classique sur les images qu'on peut observer d'habitude, parce que là on parle de phénomènes extrêmes. Donc on parle quand même de vitesse de vent. D'abord, nos modèles d'inversion n'étaient pas du tout calibrés parce qu'on est sur des vents qui sont alors qu'on parle en mètres par seconde ou en nœuds ou quoi que ce soit, qui sont 3 ou 4 fois les valeurs maximales que l'on avait sur nos modèles. Donc il a fallu travailler sur ces modèles spécifiques. Mais l'intérêt, c'est d'avoir, là encore, une vue synoptique de la vitesse du vent, avec donc des résolutions qui font quand même de l'ordre du kilomètre. Et si vous regardez un petit peu l'ensemble des instruments de la Terre, obtenir des champs de vent qui mesurent précisément des vitesses de vent à des valeurs extrêmes et à des résolutions aussi petites, en fait, il n'y a pas d'équivalent. Voilà. Donc c'est une technologie qui a beaucoup été utilisée, alors au début simplement pour repositionner les cyclones sur les prévisions de trajectoire, et puis ensuite qui a été utilisée pour, d'une part, mesurer des champs de vent comme ça, donc de manière précise, où il a fallu aller explorer les valeurs extrêmes, là où normalement nos modèles saturaient. Et puis c'est également comment dire, il y a un autre produit à valeur ajoutée qui a été développé, qui est celui de la mesure d'intensité à travers ce qu'on appelle les radii, donc les rayons en fait à 3 différentes vitesses, qui caractérisent l'intensité de ces cyclones, l'intensité qu'on réfère souvent sur une échelle de référence dont avant la présentation, j'arrivais plus à me souvenir le nom, s'il y en a parmi vous qui se souviennent, mais donc voilà, c'est un produit en fait qui permet de caractériser aujourd'hui précisément l'intensité de ces cyclones dans leur cycle de vie. Alors ça, c'était sur les saisons cycloniques, plutôt dans les régions, on va dire, intertropicales. Et puis, on s'aperçoit tous, aujourd'hui, que ces phénomènes extrêmes, ils ne touchent pas que les zones intertropicales, ils touchent de plus en plus nos latitudes. Et donc, en fait, c'est devenu un service, à travers le service Copernicus, donc de monitoring des phénomènes extrêmes en Europe. Alors, de quoi on parle ? On parle des dépressions polaires, donc on va retrouver plutôt sur les hautes latitudes, comme celle qui est observée ici au large de la Norvège. On parle des tempêtes extratropicales, Alex sur la Manche, qui est en 2020 qui a fait énormément de dégâts. On parle de tempêtes subtropicales. Alors là, j'ai montré 4 exemples, mais en fait, des exemples aujourd'hui dans le service, chaque année, vous en avez à peu près une dizaine qui atteignent des valeurs très importantes. Et puis vous avez le dernier que j'ai gardé pour la fin, je trouve sympathique, là, ça s'appelle les Medicane, qui est une espèce de mot valise entre Méditerranée et Hurricane. Et là encore, c'est pareil, ce sont des phénomènes extrêmes qui sont monitorés par ce service, donc qui va délivrer les produits que je vous ai présentés juste avant, c'est-à-dire des cartes de vent et des cartes d'intensité. Et ça conclut ma présentation. Alors normalement, à ce moment-là, votre attention est au plus bas. Donc je vais essayer d'être aussi intéressant que possible en vous parlant de Sentinelle-2. Donc, on va passer du monde du radar au monde de l'optique. Sentinelle-2, je vais d'abord vous expliquer un petit peu qui il est, une petite fiche d'identité sur ce satellite. Donc c'est un genre de parallélépipède là, qui fait 3,50 m de long à peu près, qui pèse 1,2 tonne, donc ce qui est déjà une grosse bestiole, puisque aujourd'hui les satellites ils ont plutôt tendance à devenir de plus en plus petits. Donc là on est quand même dans la gamme des gros satellites. Et ce satellite Sentinelle-2, il est fait pour observer les terres émergées, donc toutes les terres émergées du globe, plus quelques zones un peu plus humides, on va dire, la mer Méditerranée, les lacs fermés, les îles européennes et les îles de plus de 20 km².
Et ça, il le fait depuis une altitude de 786 km très exactement. Et donc, il tourne sur une orbite, ce qu'on appelle héliosynchrone, donc qui passe par les pôles à peu près. Et donc, alors, je ne sais pas si c'est un scoop, la Terre tourne sur elle-même, donc le satellite tourne autour des pôles, et c'est la rotation de la Terre qui fait que le satellite voit un petit peu ce qui se passe. Donc, il capture toutes ces images depuis donc, cette altitude. Alors, nous, avec ce satellite chez Terranis, vous avez compris, on observe beaucoup le végétal. On fait de l'agriculture, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis bim, voilà. Ah, pardon. Décidément, je ne vais pas y arriver avec ma souris. Voilà. On s'intéresse au végétal, donc. Mais je vous ai expliqué comment et pourquoi ce satellite particulièrement est intéressant pour justement regarder ce végétal. Alors, vous avez ici un premier exemple sur de l'agriculture avec une jolie image de terres agricoles quelque part en Bulgarie. De quoi on a besoin quand on veut observer des cultures? On a besoin de connaître l'état du végétal, justement. Est-ce qu'il se développe correctement? Est-ce qu'il a des besoins en eau, en engrais? Est-ce que des maladies sont en train de se développer ou ce genre de choses? Et tout ceci avec l'objectif de permettre aux exploitants d'optimiser leurs revenus, tout en préservant, si possible, les ressources naturelles. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, dans certains cas, ça permet aussi à ces exploitants de se mettre en conformité avec la réglementation, qu'elle soit française ou européenne. Et là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on a besoin de connaître vraiment l'état du végétal, mais on a besoin aussi de voir ça à plusieurs échelles. Alors, là, vous avez une image à l'échelle d'une zone importante, mais en tant qu'exploitant, moi, je veux savoir ce qui se passe à l'échelle de mon exploitation, donc qui peut être importante. Mais j'ai aussi besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur même de mes parcelles, c'est-à-dire est-ce que mes parcelles de blé, de maïs, de colza, etc., elles se développent correctement et de façon homogène à l'intérieur de ces parcelles. Il y a d'autres usages, pas que pour les agriculteurs, mais typiquement on peut avoir aussi des collectivités locales qui ont envie de voir pour le coup à des très grandes échelles, des échelles importantes, à l'échelle d'un département par exemple, de voir ce qui se passe au niveau de l'activité agricole. Donc on a cette notion-là d'échelle qui est importante aussi. Toutes ces observations, on a besoin de les faire régulièrement. Alors régulièrement, attention, on n'est pas en train de regarder le lait sur le feu. La végétation, ça pousse. D'ailleurs, c'est un joli métier chez Terranis. On regarde pousser la végétation, c'est sympa. On a besoin de regarder ça, alors pas plusieurs fois par jour, mais si on peut l'avoir 1 ou 2 fois par semaine, ça c'est déjà vraiment super. Sachant que tout ça, toutes ces observations, bien évidemment, l'agriculteur lui-même, il n'a pas attendu les satellites pour l'avoir, mais on lui permet d'avoir une information exhaustive, régulière, sur toutes ces parcelles pour lui éviter d'avoir à faire le tour plusieurs fois par semaine. Donc, je le disais, on a besoin de voir l'état du végétal. Donc, on a besoin de rentrer un petit peu dans l'intimité de ce végétal. Donc, on a besoin de connaître, par exemple, son développement photosynthétique, son volume de feuilles, est-ce que la teneur en chlorophylle est correcte, etc. Eh bien, croyez-le si vous le voulez, mais Sentinelle-2, qui vole à 786 km, encore une fois, permet de voir tout ça. C'est assez magique. Enfin, moi, je trouve ça magique encore. Au bout de 30 ans, je trouve ça magique. Et en fait, la magie vient du fait que sur ce satellite, il y a un capteur embarqué qui s'appelle MSI. Alors MSI, ça veut dire quoi? Ça veut dire Multispectral Instrument. Et le côté multispectral, c'est ça qui est important, en fait. Vous avez sur une courbe à gauche, là, alors je ne vais pas trop rentrer dans les choses scientifiques, rassurez-vous. Mais cette espèce d'appareil photo, on va dire très perfectionné, permet de voir dans différentes longueurs d'onde, il y en a 13 en l'occurrence sur ce capteur, des longueurs d'onde qui vont du visible, donc des choses que l'humain peut voir à l'œil nu, le rouge, le vert, le bleu, pour faire simple, mais il peut voir aussi des choses dans le domaine de l'infrarouge, alors à la fois dans le domaine du proche infrarouge, mais aussi de l'infrarouge courte longueur d'onde. Alors pour les spécialistes et les gens qui parlent anglais, on va effectivement on parle de VNIR, Visible Near Infrared, jusqu'au SWIR. Donc voilà. Et dans toutes ces bandes de fréquences, on voit des choses intéressantes sur le végétal et différentes en fonction justement de ces longueurs d'onde, pas de ces fréquences.
On a par exemple une longueur d'onde intéressante qu'on appelle le Red Edge, qui permet de voir des choses très intéressantes sur vraiment la vigueur du végétal. On peut voir des choses comme la pigmentation des feuilles, la structure interne de la feuille et ce genre de choses, ou la composition même de la feuille, et la teneur en chlorophylle. Tout ça, on le voit comment? Grâce à ce qui est en ordonnée, là, la réflectance. Alors, la réflectance, c'est quoi? C'est l'énergie qui est renvoyée par le végétal, l'énergie du soleil sur le végétal qui est renvoyée. À la différence du radar qui a été présenté par mon collègue tout à l'heure, les Sentinelle-2, c'est un capteur passif, lui, pour le coup. Il voit grâce à l'énergie du soleil. Et cette réflectance, cette énergie, elle est captée par un télescope. Là, on voit une image en haut à droite de l'assemblage de ce télescope dans les salles blanches d'Astrium à l'époque, maintenant Airbus Defence and Space. Et dans ce télescope, il y a des miroirs qui captent cette énergie, qui la renvoient sur des capteurs en bas à droite, là, qui sont des choses qui ressemblent à peu près à ce que vous avez sur vos smartphones ou vos appareils photo numériques, un petit peu plus sophistiqués quand même. Et ces capteurs, effectivement, ils reçoivent cette énergie et ils la transforment là pour qu'on puisse l'utiliser derrière. Alors vous voyez, ils sont disposés en quinconce là, et cette bande de capteurs voit, Gilles l'a mentionné tout à l'heure, 290 km au sol. Et donc ça, c'est une ligne de 290 km, et le fait que le satellite avance en même temps, c'est ce qu'on appelle le concept de push-broom en anglais. On voit effectivement des lignes et des lignes pour constituer à la fin une image qui fait à peu près 290 km par 290 km. À partir de cette réflectance, on peut calculer plein de choses rigolotes, des choses assez simples, comme l'exemple, la petite formule qui est donnée tout en bas, là, un indice de végétation, ça s'appelle le NDVI, c'est hyper connu, c'est hyper connu pour les gens qui sont dans le domaine, bien évidemment. Et ce NDVI, c'est juste une combinaison de bandes de longueur d'onde différentes, donc le proche infrarouge moins le rouge divisé par le proche infrarouge plus le rouge, très précisément. Et avec cet indice, on peut effectivement voir vraiment la vigueur du végétal. On peut faire des choses beaucoup plus élaborées que ce NDVI, et c'est ce qu'on fait en particulier chez Terranis, mais pas que nous. On peut calculer ce qu'on appelle des paramètres biophysiques, alors là qui utilisent beaucoup plus de bandes avec des algorithmes beaucoup plus compliqués. Ces paramètres biophysiques permettent de calculer vraiment des grandeurs réelles sur ce végétal. Typiquement, quelle est la teneur en chlorophylle que j'ai dans mon végétal? Quelle est la quantité de feuilles que j'ai au mètre carré par mètre carré de surface? Et avec tout ça, on peut effectivement commencer à voir ce qui se passe dans nos parcelles. Alors là, j'ai deux petites animations. À gauche, une image qu'on appelle en vraie couleur, c'est-à-dire que c'est une composition de ces bandes spectrales qui permet de voir ce qu'on verrait à l'œil nu. C'est une zone agricole quelque part dans le Gers, avec une succession d'images là sur un an ou un an et demi, qui montre qu'au fil des saisons, effectivement, je vous le remets, je sens que vous avez envie que je vous le remette, voilà. Au fil des saisons, on voit effectivement la végétation qui évolue, les champs qui se couvrent de cultures, ou au contraire qui sont en sol nu, des arbres qui perdent ou regagnent des feuilles, et à droite, ce fameux NDVI qui vous montre la même chose, mais de façon, on va dire, un peu plus quantitative, c'est-à-dire que là, vous voyez effectivement, plus c'est vert foncé, plus il y a de l'activité photosyntétique importante, et plus c'est vert clair, voire jaune, voire proche du blanc, moins il y en a. Je vous la remets, allez. Voilà, alors ça c'est des choses très simples, on peut faire des choses beaucoup plus évoluées que ça. Et si ça veut bien avancer, voilà, non. Je vous disais tout à l'heure qu'on a besoin de faire ce genre d'observation régulièrement, et alors ça tombe bien puisque Sentinelle-2, alors Gilles l'a mentionné tout à l'heure, en fait il n'est pas tout seul, ils sont trois aujourd'hui. Sentinelle-2A lancé en 2015, 2B en 2017 et Sentinelle-2C qui vient d'être lancé en septembre 2024. Et le fait d'avoir ces deux satellites là aujourd'hui qui sont opérationnels, le troisième est en train d'arriver dans les opérations, ils sont sur cette orbite héliosynchrone là, comme je disais tout à l'heure, je lance l'animation. Et ils sont en opposition de phase à 180 degrés. Chacun, il tourne, donc encore une fois, à 786 km, comme je disais tout à l'heure.
Ils font le tour du globe à peu près en 100 minutes, enfin 101 minutes très précisément, ce qui fait que chaque jour, ils font chacun environ 14 ou 15 fois le tour du globe. Et 14 ou 15 rotations autour du globe, pardon. Ce qui fait que au bout de 5 jours, c'est ce qu'on appelle la revisite, et au bout de 5 jours, normalement, on passe partout, sur chaque point du globe. J'ai pas mentionné tout à l'heure, j'ai dit c'est des orbites héliosynchrones, donc polaires héliosynchrones, ça veut dire que en tout point du globe, le satellite passe à la même heure solaire, c'est ça qui est assez magique, c'est à 10h30 en l'occurrence, c'est-à-dire 10h30 le matin, évidemment, quand il y a du soleil. Alors c'est ni jamais en retard ni en avance, c'est à 10h30 pile, quel que soit le point du globe où on se trouve, en heure solaire. Alors mon collègue d'avant, là, il a bien insisté sur les nuages. Effectivement, le radar, ça voit au travers des nuages, et les satellites optiques, non, ça ne voit pas au travers des nuages. Les nuages sont nos ennemis. Il arrive qu'effectivement, pendant des périodes assez longues, suivant les zones qu'on a à monitorer, je ne fais pas de... l'année dernière, par exemple, on a eu une campagne de tests en Pologne pendant l'hiver. Autant vous dire que c'est compliqué. Hein, voilà. Bon, on ne peut pas voir au travers des nuages. Dans ces cas-là, on peut compléter nos observations sentinelles avec des satellites commerciaux qui ne vont pas souffler sur les nuages. Hein. Les nuages, s'ils sont là, ils sont là. Mais par contre, qu'on peut programmer en fonction de la météo pour essayer d'augmenter les chances de passer, non pas au travers des nuages, mais de passer sur les côtés, sachant que les satellites commerciaux dont on parle, là, satellites d'Airbus en particulier, peuvent regarder effectivement sur le côté. Hop. Alors, si maintenant on regarde vraiment au niveau de l'agriculture de précision, alors une image pas du tout caricaturale, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça en fait pour l'agriculture de précision, je disais, on calcule des indicateurs. Et en fait, on développe des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs dont je parlais tout à l'heure, ou les coopératives agricoles, donc afin qu'ils optimisent leurs pratiques culturales. Et je disais, si c'est possible, et c'est un peu notre credo à Terranis, en favorisant des pratiques responsables et économes en ressources naturelles. Améliorer ces pratiques culturelles, encore une fois, ça ne veut pas dire forcément produire plus, ça peut vouloir dire aussi produire mieux, même si les objectifs de rentabilité, bien sûr, ils sont toujours là et très présents. L'agriculture de précision, encore une fois, c'est un peu une boutade, l'image qui est à l'écran, mais c'est un peu le passage, effectivement, d'un monde un peu, entre guillemets, préhistorique à un monde où nos champs, ils sont sous haute surveillance, effectivement, observés de près par différents capteurs, alors des satellites, mais aussi des drones. Et au passage d'ailleurs, sachez, vous le savez certainement, l'agriculture c'est un domaine qui est de plus en plus numérique. Donc là on est en train de parler d'imagerie satellitaire, mais on utilise aussi d'autres technologies issues du spatial en agriculture, typiquement la géolocalisation très précise avec les satellites Galileo, la constellation Galileo. Au final, on a ce genre d'outils qu'on met à la disposition de nos clients. Alors là, c'est un exemple d'un outil d'aide à la décision qui s'appelle Farmex, qu'on a développé chez Terranis en partenariat avec nos collègues d'Airbus Defence and Space, justement, avec des financements de l'Agence spatiale européenne. Et cet outil d'aide à la décision, il permet de faire quoi ? Celui-ci, il permet de moduler la dose en azote, donc la dose d'engrais que l'on va mettre sur nos cultures. Comment ça marche ? Alors là, c'est un exemple sur une parcelle de colza. Donc on va calculer en début d'hiver, grâce à Sentinel-2, une biomasse. Donc on va calculer à la biomasse, effectivement, de ma parcelle de colza en début d'hiver. Et pour faire ça, justement, on utilise un des paramètres biophysiques que j'évoquais tout à l'heure, donc le LAI, le Leaf Area Index, donc qui donne la surface de feuilles. Donc on fait ça en entrée d'hiver. En sortie d'hiver, on calcule une autre biomasse. Et cette information, elle est rentrée dans un modèle agrométéorologique qui permet d'en déduire une dose d'azote qu'il va falloir mettre sur notre parcelle pour atteindre un niveau de rendement qu'on attend. Alors vous voyez sur l'image, il y a un genre de dégradé de vert, du jaune au vert. En fait, les zones qui sont en vert, c'est là où il faut mettre le moins d'azote. Et les zones qui sont un peu plus claires, c'est là où il faut en mettre plus.
Je ne l'ai pas précisé, on est dans des images à 10 mètres de résolution. Hein, donc, effectivement, pour il faut des parcelles qui ne font pas non plus la taille de votre jardin. Ça, c'est, enfin, en tout cas, pas du mien. Enfin, surtout pas du mien, puisque j'ai juste un balcon. Mais bon, c'est des... ça ne peut pas voir sur mon balcon. Donc, cette précision de 10 mètres permet effectivement, grâce à un fichier numérique que l'on produit grâce à cette application-là, de mettre ça sur la console du tracteur. Et ensuite, l'épandeur va effectivement mettre la bonne quantité d'azote au bon endroit, ni trop peu. C'est tout l'intérêt de ce genre de service. Voilà pour l'agriculture. Je vais passer à un autre type de végétal, la forêt, un domaine sur lequel on travaille également à Terranis. Et là, j'ai pris un exemple qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez compris, avec Gilles, on a été un petit peu mouillés tous les deux sur les histoires de catastrophes naturelles et de emergency response dans Copernicus. Donc, tout ce qui concerne ces sujets continue de m'intéresser beaucoup. Et là, on va parler de feux de forêt. Alors là, les feux de forêt, déjà, on peut essayer d'estimer le risque pour avoir des feux de forêt. Et ça, on peut le faire en classifiant, c'est ce qu'on fait ici, ce qui est indiqué, ce que je montre sur cette planche. On peut classifier les essences d'arbres, différencier ce qui est du chêne, des feuillus, des conifères, etc., etc. Vous avez quelques étapes ici de traitement qui sont utilisées pour faire ça. Donc on part de l'image brute, on calcule l'humidité, on calcule l'activité photosynthétique, on calcule la hauteur de la végétation. Alors ça, c'est pas avec du Sentinel pour le coup, c'est avec des données auxiliaires et avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour le coup, et donc beaucoup de données de terrain, une expertise terrain qui est extrêmement importante pour faire ce genre de choses. Et on est capable de classifier nos forêts, donc c'est la petite imagette en haut à droite, c'est une classification à 10 mètres de résolution, et on agrège cette information à 30 mètres de résolution à l'échelle d'un département, encore une fois le Gers, et cette information, en l'occurrence, elle est traitée avec un partenaire avec qui on travaille, qui lui fait l'analyse de la combustibilité effectivement de ces différentes essences d'arbres, et c'est utilisé par les DDTM en l'occurrence dans les départements pour effectivement faire des cartes de risque incendie de forêt. Malheureusement, même si on fait de la prévention, des feux de forêt, il y en a quand même, et c'est des choses qui arrivent. Typiquement, chez Terranis, on travaille aussi là-dessus, non pas que sur la prévention, mais alors attendez, bon, c'est pas grave, l'animation, je la remettrai. Sur l'estimation des zones brûlées par des feux de forêt, et on fait ça pour un assureur qui fait ce qu'on appelle de l'assurance paramétrique, donc pour qui on agit comme tiers de confiance et pour qui on calcule les zones effectivement, la surface des forêts effectivement brûlées, afin qu'ils indemnisent au plus juste les gens qu'ils assurent. Alors on fait ça un peu partout dans le monde, on fait ça là en Australie, l'exemple qui est ici, on fait ça en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on fait ça au Chili, un petit peu partout. Et comment on fait ? Effectivement, là aussi, on utilise des images Sentinel-2. Je vous remets l'animation pour le coup. Voilà. Ici, on a un incendie en 2019 en Australie avec une image en fausse couleur où on voit effectivement les panaches de fumée. On va aller vers le SWIR, donc on mentionnait tout à l'heure, si ça veut bien... Non, décidément, j'ai pas de chance avec l'animation. C'est pas grave. On peut voir avec le SWIR effectivement également le front de feu et au final calculer, alors encore une fois, un indice qui permet de vraiment voir les zones qui ont effectivement été brûlées. Pour rappel, en 2019, les feux en Australie, c'était absolument dantesque. Là déjà le feu il est monstrueux, j'ai plus l'échelle là, mais c'est absolument monstrueux. Pour rappel, donc en 2019 en Australie il y a 18 millions d'hectares de végétation brûlée. Alors c'est pas que de la forêt, mais 18 millions d'hectares. Pour vous donner un ordre d'idée, la forêt française métropolitaine c'est 17 millions d'hectares. Donc voilà. Ce genre d'événement s'est reproduit plus récemment, en 2014, pareil, des gros feux. Et là, vous voyez, avec les images Sentinel-2 en fausse couleur, on voit le panache de fumée. Et puis ensuite, on est capable, à partir des indices dont je parlais tout à l'heure, encore une fois, d'extraire ces zones brûlées et de fournir cette information, encore une fois, à l'assureur pour qu'il l'indemnise au plus juste.
Donc voilà, c'était un autre exemple d'application sur du végétal et en l'occurrence la forêt. Et j'en ai fini avec cette belle image de terres agricoles aux États-Unis, dans le Dakota. Les terres agricoles aux États-Unis, mais d'ailleurs sur l'image de Gilles aussi au Mexique, on voyait un peu la même chose. C'est tout beau, c'est tout orthogonal, c'est magnifique. Voilà. Encore une fois, moi je trouve que ces images sont très belles, et la Terre vue d'en haut avec Sentinelle-2, c'est magnifique. Et même si on ne voit pas au travers des nuages, non mais sans blague. Merci beaucoup. Bon voilà, on a fait un rapide tour d'horizon. Juste avant de conclure et de passer aux questions, alors peut-être un message pour les personnes qui sont dans l'autre salle. Si vous voulez poser des questions, vous avez deux options. Soit vous envoyez un message à l'adresse email des conférences je les recevrai, soit vous venez ici. Malheureusement, on innove un peu, on inaugure ce dispositif avec deux salles et on n'est pas encore bien configuré pour avoir la même interactivité dans les deux salles. Mais si vous avez quelques questions importantes, vous pouvez nous rejoindre. Juste avant de conclure, dire que Copernicus continue. Donc vous avez vu dans le calendrier de lancement, il y a un déploiement de la première génération qui se poursuit. Il y a des missions qui vont être lancées l'année prochaine. Et il y a un modèle D qui est prévu normalement, qui permet d'assurer la pérennité. Ça, c'est la continuité de l'existant. À côté de ça, il y a des évolutions. Il y a des nouvelles missions qui ont été imaginées avec le retour d'expérience des 10 premières années. Et là, vous avez un visuel de l'ESA qui présente un peu ce qu'ils appellent les expansion missions en anglais, donc la suite de Copernicus. Et vous voyez un peu les domaines thématiques. On commence à affiner un peu par rapport à, on pourrait dire, Sentinelle-2, Sentinelle-1, qui sont des missions assez généralistes. Là, on commence à compléter ça avec des missions qui vont adresser des sujets un peu plus précis. Donc, ici, on parle de sécurité alimentaire et de gestion de l'eau, au niveau du changement climatique, les aspects dioxyde de carbone, CO2. Et un autre exemple, par exemple, sur la droite, c'est avec Crystal, on voit aussi qu'ils ont pensé à des noms un peu plus poétiques, pas tous, mais certains sont plus poétiques que les Sentinelle-X, donc Crystal pour le suivi des glaces polaires. On a deux dimensions là, la continuité quand même globalement des observations et en même temps affiner les mesures qui sont faites. Ça, c'est des satellites qui sont en cours de développement chez différents industriels. Airbus est impliqué, Thales est impliqué, il y a d'autres industriels en Europe qui travaillent. C'est le programme qui continue à se déployer normalement. Juste pour conclure, dire que Copernicus, évidemment, n'est pas le seul programme de l'Union européenne. Un des messages que j'ai voulu faire passer, on a beaucoup parlé dans nos précédentes conférences de l'ESA, des agences spatiales. L'Union européenne est maintenant un acteur du spatial majeur. Copernicus, j'espère qu'on a démontré que c'était un programme qui prenait de l'ampleur et qui avait un impact au niveau international avec cette politique de données. Vous connaissez Galileo, complété par EGNOS, un système d'augmentation. Dans la partie inférieure de la planche, il y a des choses peut-être un peu moins connues jusqu'à présent par les non-spécialistes. C'est GovSatcom. On a quand même parlé un peu d'Iris Square ou Iris Carré avec ces infrastructures de communication sécurisées. Et il y a également, depuis un petit moment d'ailleurs, le fameux système de SSA, donc la tenue de situation spatiale, de savoir ce qui se passe au-dessus de nos terres, donc en complément de systèmes qui sont plus militaires. Et il y a un sigle qui n'est pas très élégant à prononcer, mais qui va peut-être finir par être aussi connu que Copernicus, c'est
EUSPA, l'entité de l'Union européenne qui coordonne ces programmes spatiaux, qui est issu à l'origine plutôt du pilotage de Galileo et d'EGNOS et qui maintenant couvre l'ensemble des programmes opérationnels de l'Union européenne. À nouveau, toujours en coordination avec les agences nationales, les pays membres de l'Union européenne, l'ESA, EUMETSAT et les différents acteurs concernés. Voilà, on va en rester là. Je vous remercie pour votre attention. Je crois que c'était la dernière planche. Après, il y a des photos, mais on n'aura pas le temps de les passer. On est prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. Merci en tout cas pour votre participation et pour votre attention. Il y a des micros qui circulent de chaque côté de la salle. Il suffit de lever la main. Et pour ceux qui sont au milieu, vos collègues, vos voisins vont aider à transmettre le micro. Et nous, juste pour vous informer, même avec la salle éclairée, on ne voit rien parce qu'on a les projecteurs. On est dans un concert de rock là. J'ai une question pour CLS. Vous avez parlé du calcul de vitesse de vent tout à l'heure. Est-ce que ce sont des calculs suffisamment fins pour être utilisés par les navigateurs, par exemple ? Allô, oui. Alors, relativement fin, oui, parce que c'est notamment utilisé. Alors, je ne vais pas répondre complètement directement à votre question, parce que c'est utilisé aujourd'hui dans le secteur de l'éolien offshore pour calculer le potentiel en termes d'énergie, la détermination des sites, etc. Et comme historiquement, ça se faisait avec des instruments in situ qui mesuraient la vitesse du vent sur la colonne, sur toute la colonne à partir d'instruments de type LIDAR ou tout ça. C'est vrai que ça a été très testé, soumis, validé. En revanche, la mesure du vent par satellite, elle reste, je dirais, contrainte par l'orbitographie, c'est-à-dire par le moment où le satellite passe. Donc on a une bonne cartographie du vent à un instant T. Voilà, donc pour les navigateurs, il y a besoin d'avoir une météo, je dirais, sur les 24 prochaines heures et pas simplement un instant T. Mais effectivement, en termes de précision, on est sur une mesure sur les vents moyens sur la surface de la mer, c'est 7 mètres par seconde. Et je dirais que dans la gamme des vents faibles jusqu'à 25 mètres par seconde à peu près, on est sur de la mesure sans biais. Voilà, donc c'est quand même effectivement de la mesure précise. Mais d'un point de vue fonctionnel pour les navigateurs, par exemple dans le Vendée Globe, en fait, ils n'utilisent pas cette information. Vous nous avez parlé des industriels et des agences de l'Europe, et c'est vraiment tout à fait passionnant, et des entreprises. Mais je pense qu'on pourrait dire simplement un tout petit mot aussi des scientifiques qui ont apporté énormément à tout ce programme Copernicus, notamment dans notre région où nous avons des connaissances scientifiques de très haut niveau international, avec des personnes qui ne sont pas forcément sur des projets Copernicus, mais par exemple, on a parlé à nos conférences du projet SWOT, où on a vraiment des scientifiques toulousains qui ont fait beaucoup de choses, où on peut parler aussi, quand vous parlez de la végétation du prochain satellite qui va être lancé peut-être l'année prochaine, Biomasse, où Toulouse, des scientifiques aussi occupent une place importante. Et j'en profite, Gilles Denis nous a dit un petit mot sur un satellite dont vous avez parlé, qui a été lancé pour mesurer la hauteur des océans. Et ce premier satellite, il a été notamment à la base d'un scientifique du CNES qui s'appelle Michel Lefebvre. Et pour votre information, le rond-point qui est devant le CNES s'appelle maintenant le rond-point Michel Lefebvre. Il sera inauguré au printemps prochain. Et je crois que cette communauté scientifique, il ne faut pas oublier le rôle qu'elle a joué et elle est à la base aussi de la création de vos entreprises, même sur CLS ou sur Mercator. La science a beaucoup apporté aussi. Il y a une question vers le haut de la salle, au milieu. Si vous pouvez passer le micro.
Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Vous nous avez montré de très belles images et vous avez beaucoup parlé de comment les utiliser, les exploiter pour beaucoup de choses. Vous avez aussi montré que du coup on pouvait cartographier absolument toute la planète. Ça veut dire qu'on peut parfois cartographier des zones qui peuvent être sensibles. J'en sais rien, avec des bases militaires, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui d'éviter justement d'être photographié si on n'en a pas envie, soit avec un brouillage ou peut-être en faisant des demandes? Comment ça se passe justement à ce niveau-là? Peut-être, je commence. Les éléments de réponse sur la résolution des images, hein, tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, quel que soit l'endroit, sont des résolutions qui ne sont pas, qui ne relèvent pas des contraintes des lois spatiales. Il y a dans la plupart des pays qui ont des systèmes d'observation, les opérateurs de ces satellites ont des licences d'exploitation sous réserve de respecter un certain nombre de règles, et il y a des limites de résolution. Alors avec Copernicus, on n'est pas du tout dans la gamme de résolution qui frôle ces limites. C'est plus le cas avec les satellites à très haute résolution, comme Pléiades Néo, j'ai montré un exemple tout à l'heure, où il peut y avoir des restrictions d'exportation d'images ou même d'acquisition d'images. Voilà. Après, sur le volet de masquer ou de... il y a des techniques de camouflage, par exemple, pour échapper aux satellites optiques. Et ça explique aussi certains travaux dans des nouveaux instruments avec de l'hyperspectral, par exemple, pour contre-mesure contre des techniques de camouflage. Alors, j'ai réagi sur l'optique. Il y a peut-être un complément de réponse sur le radar ou... D'abord, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que le mode de fonctionnement d'acquisition, par exemple, de la constellation Sentinel-1, ça fonctionne sur un scénario d'acquisition fixe. Alors c'est vrai que techniquement les satellites tournent autour de la Terre et ils sont en mesure d'observer partout, mais en fait en réalité quand on regarde les scénarios d'acquisition qui sont principalement basés sur les besoins exprimés par les États membres, déjà on couvre, finalement il n'y a pas d'acquisition systématique sur toute la Terre. Voilà, ça c'est le premier niveau de réponse. Ensuite, c'est vrai que cette problématique elle peut se poser, mais les résolutions dont on parle finalement ne seraient pas très intéressantes pour quiconque voudrait véritablement avoir des informations précises sur cette zone. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'avec des images commerciales, on peut faire beaucoup de choses. Peut-être avec plus de détails et beaucoup plus de flexibilité dans la capture d'une image, la polarisation, enfin tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi des limites. Et c'est vrai que les opérateurs satellitaires ont eux-mêmes fixent des limites, soit de rétention pendant un certain temps, par exemple, soit tout simplement il y a des zones aujourd'hui qui sont des zones sous restriction. Voilà. En ce moment, par exemple, on a des projets dans l'océan Indien. Si vous voulez acquérir une image avec certains satellites opérateurs dès que vous êtes sur le territoire de l'Iran, par exemple, des choses comme ça, c'est très très compliqué, quoi. Juste une petite anecdote là-dessus. À l'époque où, donc avec Gilles, on travaillait sur le service Emergency Response pour la Commission européenne, enfin le service précurseur là, dans le projet SAFER. Je crois que c'était en 2010. Il y a eu un événement des puits de pétrole en Irak qui avaient brûlé et qui faisaient des dégâts environnementaux assez importants. On avait demandé des images à un opérateur américain de satellite bien connu, dont je tairai le nom, pour avoir des images très précises avant-après l'événement. Et puis on s'est rendu compte, sans qu'ils nous le disent pour le coup, que il y avait une image bidonnée, c'est-à-dire que sur l'image qu'on avait, il y avait une station-service avec une file de véhicules. Et la première image qui était censée être prise un jour T et la deuxième un jour T+4, c'était les mêmes personnes dans la file. Voilà, des choses qui arrivent. Merci beaucoup. Peut-être un dernier chiffre pour compléter la réponse. On a, je ne sais plus combien on a dit, 11 ou 12 satellites Copernicus lancés depuis 2014. Au total, 1000 satellites commerciaux sur la même période en observation de la Terre. Toutes tailles confondues. Il y a bien sûr les tout petits CubeSats de planètes, mais 1000 satellites
et probablement 50% encore en service opérationnel en 2024. Donc là, il y a une capacité d'acquisition à l'échelle mondiale qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait il y a quelques années. Dernière question, ou vous en avez assez pour ce soir? L'impression qu'il faudra qu'on refasse un point sur l'observation de la Terre, peut-être sur d'autres... Ah, si, il y a une question encore en haut. Bonsoir, merci pour vos interventions. Et je veux bien jouer la naïve, puisque c'est la deuxième fois seulement que je viens ici. Et c'est la deuxième fois que je rentre dans un livre de contes. On me raconte une histoire et je me mets à comprendre. Voilà, je trouve ça fabuleux. Et je me demandais, de votre place, comment est-ce que vous voyez les choses ? Parce que moi, ce que je vois par le petit bout de la lorgnette, c'est que j'entends des gouvernements, des États qui réfutent absolument ce qui se passe sur Terre, la végétation, le climat, les icebergs, voilà, les eaux, les forêts, tout ça. Et je me demandais, vous, comment est-ce que vous percevez vos actions ? Est-ce que vous vous sentez assez écouté par ces États pour pouvoir nous aider à changer les choses, quoi, pour préserver surtout notre planète ? Merci. Qui veut commencer ? Peut-être d'abord dire que si on est là tous les trois ce soir, c'est... je ne sais pas comment tout le monde est rentré dans ce métier et a continué à se passionner par l'observation de la Terre, mais il y a... Bon, on est ingénieur à la base, on a un intérêt pour la technologie, les beaux systèmes, mais quand on a passé un certain nombre d'années à regarder des images tout autour de la Terre, on n'a peut-être pas fait exactement le voyage aussi complet qu'on aurait voulu vous proposer, mais il aurait peut-être pris... peut-être pas 80 jours, mais au moins 24 heures pour vous montrer encore plus de régions. Je pense qu'on n'est pas indifférent à la fragilité de la Terre. Typiquement, je ne sais pas s'il y a l'un d'entre nous qui pense qu'il y a une planète B et qu'on ira un jour sur la planète B pour, une fois qu'on aura tout détruit à la surface de notre planète. Donc, le fait d'être là ce soir, c'est en tout cas pour moi, c'est l'envie d'informer sur ce qu'on sait faire avec l'observation de la Terre, mais c'est aussi l'envie de sensibiliser à des grandes questions liées à l'environnement, au climat, tout ce que vous avez mentionné, les problèmes d'eau, de réchauffement, et que la façon dont... Il y a les rapports du GIEC, hein, il n'y a pas de climato-sceptique sur la scène, je crois, hein, donc les informations, on les a, on peut encore les compléter, on peut les affiner, il y aura un nouveau rapport du GIEC, mais effectivement, la prise de conscience et le passage à l'action... c'est pas évident. Bon, je suis pas politique, je sais pas ce que je ferais si j'étais dans la position d'un décideur qui reçoit le résumé du rapport du GIEC, mais on sent que les choses se gâtent un peu quand même. On a parlé de climat, on n'a pas parlé beaucoup de biodiversité, mais c'est indirectement des conséquences de déforestation, dégradation des sols, etc. Donc la motivation, je pense, de tous les gens qui sont là, y compris Vincent sur les pollutions, elle est claire. Peut-être juste rajouter une chose. Alors, donc vous avez compris, nous on travaille dans le domaine de l'agriculture et moi je suis, et il n'y a pas que moi, hein, toute l'équipe est fort motivée sur ces sujets parce que grâce aux outils qu'on développe, on arrive aussi à changer un petit peu les mentalités et les pratiques. Typiquement, nous on travaille sur une thématique qui est de plus en plus connu dans le monde agricole qui s'appelle les couverts végétaux. Donc le fait d'avoir entre deux cultures commerciales, de couvrir les sols avec des cultures qu'on ne va pas récolter mais qui nourrissent les sols de façon efficace pour les cultures commerciales suivantes. Bon, là-dessus, typiquement, on a développé des services qui permettent de montrer l'intérêt de ce genre de pratique et vraiment de le montrer aux exploitants. Ça, c'est un premier exemple. Et puis nous on ne parle pas au gouvernement, hein, mais on parle beaucoup aux collectivités territoriales. On a une offre de service autour de tout ce qui est végétation urbaine, typiquement, et avec tout ce qu'on appelle de façon un petit peu
scientifiques, on va dire ça comme ça, les services écosystémiques rendus par la végétation urbaine pour, par exemple, diminuer les effets des îlots de chaleur urbains, améliorer la biodiversité, ce genre de choses. Et quand on présente ce genre de choses à des élus, ce qu'on fait très souvent, on voit que ce sont des sujets qui, alors je ne dis pas que c'est grâce à nous, mais en tout cas, ce qu'on leur montre contribue effectivement au fait qu'ils soient, on va dire, sensibles à ces sujets-là. Voilà. Donc à notre petite échelle, on est assez content de pouvoir contribuer à ça. En fait, de mon point de vue, d'abord c'est la passion. Faut quand même bien dire les choses. C'est vrai que ces images, on voyage, il y a la science qui est derrière, on est tous partis de là. C'est pas quelque chose de naïf de le dire que c'est quand même le moteur. C'est vrai aussi que plus on avance, je dirais, dans l'évolution des technologies, dans les usages, plus on voit qu'on rentre, on va de la science vers la géopolitique, vers tout un tas de configurations. Je voudrais quand même faut apporter une note positive parce que ça met d'abord les programmes spatiaux sont longs, la science met du temps, je dirais, naturellement il faut conforter, il faut confirmer beaucoup de choses. Mais quand même, on voit des changements aujourd'hui. D'abord, l'analyse de ces images, de tout ça, ça permet d'étayer un discours. Et je sais bien que derrière les politiques, ça prend beaucoup plus de temps. Mais enfin, l'augmentation sur un retour de 30 ans du niveau des océans au rythme de 3 mm, c'est du factuel. La surveillance des pollutions depuis 15 ans, je montrais ce graphe parce que c'est quand même vrai que la connaissance de l'existence de ces technologies, ça finit par modifier les comportements. Peut-être pas toujours au niveau des gouvernements, des décideurs, mais au niveau même du particulier. Et c'est vrai que la mise en place de ces services qui eux-mêmes prennent du temps, le programme spatial, la validation du service, la mise en place, on voit des changements de comportement. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, par exemple, de se rendre compte qu'en Europe, qui est le premier continent qui a mis en place ce service de surveillance de pollution, qui a démarré en 2007. Aujourd'hui, on voit qu'on a diminué le nombre de pollutions par 2, parce qu'au bout du compte, ça a un effet dissuasif. Voilà. Et je pense que, quelque part, toutes les technologies contribuent petit à petit à éclairer. Et si ce n'est pas notre génération, ce sera probablement la prochaine. Mais voilà, ça prend du temps. Et je pense qu'il faut regarder le côté à moitié plein du verre d'eau dans cette affaire. Ça va être, je crois, le mot de la fin. On a été un petit peu plus long que prévu. Je vous remercie beaucoup. Je remercie David et Vincent. Merci. Un grand merci à nouveau au personnel de la Cité de l'Espace qui nous accueille. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans la deuxième salle, mais on a eu un petit peu de stress pour accueillir tout le monde. Et donc, ils ont jonglé avec tout ça. Merci. C'est notre... alors, je reprends ma casquette d'ami de la Cité de l'Espace. C'est la dernière conférence de l'année. On va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, malgré les avis vers moitié plein, vers à moitié vide, selon les cas. Ce que je vous encourage à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de nous rejoindre en adhérant en ligne sur l'association. Et si vous avez encore faim pour des belles images, on a un programme de conférence. Programme de conférence pas uniquement observation de la Terre, mais qui va bientôt être disponible sur notre blog. C'est peut-être déjà le cas. Et on vous invite, on espère vous revoir l'année prochaine, soit pour les conférences, soit pour les samedis découvertes, soit pour d'autres actions. Typiquement, on réfléchit à mettre en place des petits ateliers plus pratiques où, par exemple, on pourrait manipuler des images satellites sur un ordinateur. Il y a vraiment des outils faciles d'accès, ce qu'on vous a montré à plusieurs reprises, le Copernicus Browser, qui permettent assez facilement voyager à bord d'un satellite et d'observer ce qui se passe sur notre planète. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Un dernier mot, vous avez en sortant en bas de la scène, alors sur votre gauche, le scribing qui a été fait par Hervé Schindler, qui fait ça régulièrement. Je vous recommande de jeter un coup d'œil dessus en partant. On n'a pas encore tout à fait configuré
dispositif pour l'afficher à l'écran en temps réel, mais c'est toujours intéressant de voir comment Hervé a résumé sur une feuille d'un peu plus d'1 mètre carré tout ce qu'on a dit pendant la soirée. Merci, bonne fête de fin d'année, à bientôt.